Est-ce que la pêche est devenue un sport de luxe pour les riches ? Ça fait quoi de pêcher un thon de 300 kg avec une simple canne à pêche ? Et est-ce que tous les poissons vont disparaître de la surface du globe d'ici 20 ans ? Ah, c'est hyper dur. Ah, toi, tu combats les poissons, toi. En fait, c'est 100% ça, tu vois. Et toutes ces questions, on va y répondre dans cet épisode de Sans Modération. Je suis avec Théophile. Salut Théophile. Bonjour, oui. Théophile qui est un pêcheur de l'extrême, il voyage partout dans le monde. Quand tu pêches des poissons avec un hameçon, est-ce que ça leur fait mal ? Toi, tu pêches le requin ou... Il est également fils de vigneron, héritier d'un domaine viticole en Champagne, à Margaux, etc. Très connu sur les réseaux sociaux, notamment sur Insta. Tu as plus de 50 000 followers. Et puis avec un super format long dont on parlera après sur YouTube. Tu bois à chaque fois ou tu recraches un peu ? Joker. Mais avant de commencer, du coup, je voulais remercier notre sponsor Intercellar, qui est une plateforme de vins et spiritueux sur laquelle vous pouvez investir en achetant des jumeaux numériques de bouteilles que vous pouvez échanger, que vous pouvez vous faire livrer également. Et aujourd'hui, alors ça c'est un message qui s'adresse plutôt aux personnes qui nous écoutent, on va les faire un peu saliver, mais pendant cet épisode de podcast, on va déguster des bons vins, alors notamment un champagne, puisque donc je le disais, tu es fils de vigneron en Champagne. On va en parler. Voilà, Sauternes aussi et à Margaux. Ouais, tout à fait. Donc je sais pas si on aura l'occasion de tout boire. Et puis on a une petite surprise, c'est un caviar de la maison Sturia, qui est un caviar d'Aquitaine avec l'IGP. C'était, je trouve, un petit clin d'œil sympa vu qu'on va parler de pêche et de vin aujourd'hui, et ça matche très bien avec le champagne. Ouais. Donc on va se faire ça pendant que les auditeurs nous écoutent. Je pense que ça peut être sympa. Je rappelle, alors dans le podcast Sans Modération, on discute sans modération. En revanche, l'abus d'alcool est dangereux, voilà, il est à consommer avec modération, mais ça tombe bien, nous ici on ne boit pas, on déguste, on met en avant les produits, et on est des professionnels du vin. Bien sûr. Donc toujours. Voilà. Donc Théophile, on va commencer directement avec un oui-non express. Ça permet en fait directement de savoir un peu qui tu es, d'être dans le bain, etc. Donc je vais te poser une série de questions et tu dois juste dire oui ou non. Tu peux avoir 5 secondes pour argumenter si tu veux, mais une phrase d'argumentation. Ouais, mais le mieux c'est oui non. Quoi. Ok. Est-ce que tu crois en la superstition des femmes à bord d'un bateau ? Non. Ok. Tu penses que la pêche est devenue un sport réservé à ceux qui ont de l'argent ? Non. Tu trouves que le monde du vin, il est trop snob ? Non. Tu penses que la pêche sportive est plus physique que le paddle tennis ? Oui. Tu crois qu'être héritier d'un domaine viticole, c'est plus un handicap qu'un privilège ? Joker. Tu pratiques exclusivement la pêche no-kill ? Oui, principalement, ouais. Tu es d'accord avec la phrase qui dit que le sauterne, tout le monde adore, mais personne n'en achète ? C'est vrai. Oui. Tu crois que certaines espèces de poissons devraient être totalement protégées de la pêche ? Oui, 100%. Tu penses que le champagne se déguste mieux en pleine nature que lors d'un dîner chic ? Tout le temps, le champagne. Tu manges du poisson le vendredi en bon catholique ? Non. Tu crois qu'un voyage de pêche peut renforcer une amitié plus vite qu'un verre partagé ? Ah oui, ça c'est sûr. Tu trouves que les vidéos de pêche sur TikTok abîment l'image du sport ? Certaines. Tu considères que les réseaux sociaux ont rendu les pêcheurs plus imprudents ? Oui. Tu considères que les femmes n'ont pas assez de place dans le monde de la pêche ? C'est sûr qu'on n'en voit pas énormément, donc oui. Tu penses que le matériel de pêche est devenu trop cher ? Oui, comme tout. Hein. Attends, c'est un peu... Ouais, ok, mais on en parlera après. Tu trouves que beaucoup de pêcheurs mentent sur la taille de leur prise ? Certains, oui. Tu crois que voyager loin juste pour pêcher, ça pose un vrai problème écologique ? Est-ce que ça pose plus un problème que voyager pour aller bronzer sur un transat ? Je sais pas. Ok, c'est ta réponse. Tu penses que pêcher dans un pays en guerre, c'est immoral ? Non. Ok. On a fini avec ce petit jeu. C'est très bien. Donc du coup, ça nous permet de te connaître. Donc, tu es pêcheur, et également fils de vigneron. Aujourd'hui, c'est quelle activité qui prend le pas sur l'autre ? Eh bien, dans ton quotidien ? Ouais, c'est une bonne question parce que c'est quelque chose. Ça fait vraiment. Les deux font vraiment partie de mon identité. Je travaille de plus en plus, moi, pour essayer, si tu veux, de développer la pêche, la partie pêche qui est, en fait, tu connais toi un petit peu le milieu de la pêche, et c'est vrai que être capable de faire une activité dans la pêche où tu peux en vivre 100%, peu importe ce que tu fais, ça reste compliqué. C'est là où je m'efforce de travailler, tu vois, essayer donc, de... Aujourd'hui, toi, tu vis de la pêche ? Alors, non, aujourd'hui, je vis pas de la pêche. J'ai la chance de pouvoir être rémunéré par les marques, du coup, pour produire du contenu. Comme tu as pu le dire, Instagram, et maintenant de plus en plus des formats longs. Mais aujourd'hui, si j'avais que ça,
je mangerai des cailloux, tu vois. Ce sera un peu compliqué. Donc, j'ai cette double activité où je travaille avec mes parents qui, eux, produisent et vendent du vin. Et donc, je les aide vraiment sur la partie commercialisation. C'est-à-dire la partie où je vais aller voir les clients, des distributeurs, des importateurs. Et en fait, je suis commercial, si tu veux, pour les domaines familiaux. Et en termes de temps, sur une année, c'est quoi, 50-50 ou maintenant Alors, plus la pêche que le vin? je suis de plus en plus en train de mettre mon temps vers la pêche. Mais on va dire, ce serait pour le moment, aujourd'hui, là, quand on tourne ce podcast, je suis à, allez, 25% vin, 30% vin et 70% pêche, à peu près. Donc toi, tu te définis aujourd'hui comme un créateur de contenu dans la pêche, un influenceur dans la pêche sportive? Ouais, carrément. En fait, créateur de contenu, oui. Mais si tu veux, j'ai toujours moi, je me considère pêcheur, comme toi, tu peux l'être aussi. Mais je vais toujours quand même privilégier cette partie pêche au-delà de la vidéo. Peut-être à défaut, du coup, de créer peut-être du contenu qui pourrait être mieux pour les gens qui regardent. Mais j'ai quand même cette fibre-là, pêche, qui du coup certaines fois va faire que je vais privilégier justement d'aller pêcher au lieu de tourner, tu vois. C'est vraiment ta passion, quoi. C'est vraiment ma passion, ouais. Pour ceux qui ne le savent pas d'ailleurs, en général les gens qui me suivent sur mes réseaux le savent, mais moi aussi c'est ma passion. Alors, oui. Peut-être moins que toi, moins dévorante parce que j'en ai pas fait ma vie, mais d'ailleurs j'ai mis ma petite cravate poisson. Ouais, j'ai vu, très sympa. Voilà, donc c'est pour ça que je suis hyper content d'être là avec toi aujourd'hui, de faire ce podcast. Alors j'ai une question parce que tout le monde pense que la pêche, c'est une activité ringarde où tu es là au bord de l'eau à boire ta bière. Toi, tu es un pêcheur sportif. C'est quoi un pêcheur sportif? Alors, c'est marrant parce que si tu veux, le grand public ne connaît pas forcément cette chose-là, pêcheur sportif. Alors, la pêche, c'est comme énormément d'activités. Tu vois, tu peux faire à plusieurs niveaux, plusieurs échelles. Mais si tu veux, quand tu rentres, ça, je te dis, c'est peu connu du grand public, mais quand tu rentres en contact, si tu veux, à pêcher certains poissons, tu as des poissons qui sont extrêmement violents. Alors, violents, quand on parle de poissons, je veux dire, c'est un peu... c'est difficile à imaginer, mais tu as les poissons, notamment en mer, c'est des poissons qui sont composés, tu vois, je vais prendre l'exemple du thon, qui est un de mes poissons préférés à pêcher. C'est un poisson qui est composé à 70% de muscles. Le thon est obligé de nager en permanence, sinon il se noie. Parce qu'il a besoin de tellement d'oxygène dans ses branchies qu'il est obligé de nager. Donc en fait, c'est... Donc là, tu es en train de dire que le thon, par exemple, ne s'arrête jamais de nager, sinon il meurt. Okay. Le thon ne s'arrête jamais de nager. Le thon est obligé, même en fait, il y a une partie de son cerveau qui se met en veille, mais quand il est en veille, il nage quand même. Sinon, en fait, il a besoin de tellement d'oxygène pour alimenter ses muscles, parce que tu sais, les muscles, tu as besoin de nutriments et d'oxygène, mais eux, c'est tellement d'oxygène que si il s'arrête de nager, il meurt. D'ailleurs, c'est pas le seul poisson, la famille des scromidés, c'est les seuls poissons qui ont le sang chaud, c'est ça? C'est des boules de muscle. C'est une boule de muscle, c'est-à-dire qu'ils ont un delta, si tu veux, les tonidés, donc ils ont un delta de température d'eau dans lequel ils peuvent évoluer, qui est assez important parce qu'ils régulent eux-mêmes. En fait, ils produisent tellement d'énergie qu'ils arrivent à produire de la chaleur, et donc ils peuvent évoluer dans différentes températures d'eau. Pour revenir du coup à ce qu'on disait sur la pêche sportive. Okay. Ouais. Du coup, on se retrouve avec des poissons très violents, ils sont. On se retrouve avec des poissons qui sont énormément musclés, qui ont besoin de nager, et donc qui sont puissants. Et donc tu te retrouves avec des poissons du coup, qui au bout de la ligne tirent, et en fait qui développent des puissances. Pour les auditeurs qui savent pas, par exemple, un thon, ça peut peser combien de kilos? Un thon, ça peut peser. Il y en a qui ont déjà été faits au filet de plus de 800 kilos, donc c'est difficile à se rendre compte. Mais toi, tu les pêches à la canne? Alors, des poissons aussi gros à la canne, il n'y en a jamais dans le monde qui ont été faits. Okay. Tu vois, le record, il a été fait, c'était en 1978 par Ken Fraser, tu vois, je connais même. C'est bien, ok, cool. C'était un poisson de plus de 670 kilos. Donc, ça, c'est le record du monde? Ça, c'est le record du monde, selon les règles. Et toi, alors on parlera de poissons après, toi, ton record, c'est combien? Mon record à la ligne, donc tout seul, c'est-à-dire, parce que moi, on en parlera aussi, mais je mets un petit peu un accent sur le fait de combattre les poissons. Donc là, vraiment, on parle de combat, tu vois, c'est-à-dire le poisson contre le pêcheur. Toi, tu combats les poissons, toi? En fait, c'est 100% ça, tu vois. Okay. D'ailleurs, c'est marrant, mais on pourra faire... Il y a vraiment un parallèle avec les sports de combat. Okay. Si tu veux, le MMA, la boxe, etc. Parce que tu as vraiment ce rapport avec un adversaire contre l'autre. Alors, à armes égales, je sais pas, parce qu'il y en a un qui est dans l'eau et l'autre qui est... Donc la pêche, c'est même pas c'est pas sportif, la pêche, pour toi, c'est un sport de combat, quoi. Moi, c'est un sport de combat. Okay. La pêche, pour moi, c'est un sport de combat. Tu prends pas de coups, à proprement parler au visage, tu vois. Tu vas pas te prendre une droite dans la tête.
Mais tu as vraiment ce rapport-là de combat. Moi, je m'identifie beaucoup, je regarde beaucoup de sports de combat, et tu as vraiment cette mentalité. Alors, la seule différence, c'est que tu connais pas ton adversaire à l'avance. Ouais. Donc, tu te retrouves, tu vois, c'est pas comme tu vas étudier ton adversaire, etc. Tu vas étudier l'adversaire dans sa globalité. Le problème, c'est que des fois, tu peux tomber sur un adversaire qui est au-dessus en termes de catégorie. Et là, la partie mentale va énormément rentrer en Donc jeu. il y a du mental et tout. Ok. Ah ouais. Pour te donner un ordre d'idée, tu peux te retrouver, pour ceux qui savent pas, en fait, quand on combat les poissons, ça peut durer 2, 3, 4, 5, 10 heures, 12 heures. Tu peux te retrouver 12 heures au bout d'une canne à pêche à combattre un poisson. Enfin, quand tu connais pas ce milieu, c'est absolument. Ah oui, c'est dingue ça, parce que ça, personne ne le sait, personne ne s'en rend compte. Mais un combat, ça peut durer 2 heures avec un thon, quoi. Mais personne ne sait, mais en fait, les combats, ça peut durer une éternité. Même d'ailleurs, la plupart du temps, quand un combat il va dépasser 6-7 heures, en fait, c'est que. 6-7 heures, 6-7 heures, c'est qu'en fait, le poisson, il a l'ascendant, et tu vas jamais le sortir. Tu fais quoi? Tu coupes la ligne, du coup? En fait, tu vas mettre de plus en plus de pression, parce que tu as tout ce rapport, quand tu pêches, tu as tout ce rapport résistance canne, moulinet, fil, etc. Et c'est tout un ensemble, tu vois, qui crée, ça va créer en fait ta résistance. Il y a toujours un élément limitant, et donc à un moment, tu as quelque chose qui va lâcher, quoi, au bout d'un certain temps, que ce soit le fil, que ce soit ta canne qui casse, etc. Ou ton dos. Ou souvent, c'est le pêcheur. Généralement, le pêcheur. C'est pour ça que tu peux te retrouver à avoir des entraînements prépa physique, prépa mentale, Ok, etc. énorme, c'est un énorme. univers. Mais les gens, ça ne le soupçonnent pas, ce côté préparation, coach. Il y a des coachs tu peux te faire coacher mentalement et tout. Alors non, mais parce que il faut vraiment, si tu veux, t'as beaucoup de gens quand ils vont à la pêche, ils sont pas là pour, ils veulent pas. Le but c'est pas de faire, c'est pas de. Toi, c'est l'extrême, quoi, vraiment. Moi, c'est l'extrême, et donc moi, pourquoi pas. Je voudrais. Enfin, il y a certaines personnes qui ont un petit peu cette mentalité. Enfin, on se connaît un peu tous. Je veux dire, même dans le monde, tu vois, on est vraiment dans quelque chose d'ultra niche. Pourquoi pas après coacher les gens, moi ce serait quelque chose que j'aimerais bien faire, tu vois. Ok, et du coup, alors est-ce que tu sens, parce que moi je me rappelle à l'époque, donc moi j'adore la pêche aussi, Bien sûr. À l'époque, notamment quand j'étais en école de commerce avec les jeunes et tout, je sais pas que j'osais pas le dire, mais tu vois, je disais pas trop que je faisais de la pêche, j'étais un peu ringard. Donc là maintenant, est-ce que tu trouves que c'est de moins en moins ringard la pêche, ça se démocratise un peu? Le problème, c'est que moi je suis biaisé, tu vois, dans le sens où l'univers dans lequel je vis, vu que je fais des voyages, des poissons, etc., les gens ils trouvent ça un peu stylé. Ouais. Donc si tu veux, j'ai pas vraiment cette image de quelque chose de ringard. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, parce que toi c'est vraiment, parce que j'ai vu tes vidéos, tu fais beaucoup de voyages. Alors après c'est un budget quand même. Enfin, est-ce que la pêche c'est un peu devenu un sport de luxe quelque part? Alors oui, dans un sens. C'est-à-dire si aujourd'hui ton rêve c'est d'attraper, je sais pas, par exemple, on en parlera, mais sur une dernière vidéo que j'ai fait, d'attraper une carangue GT, tu vois, c'est sûr que si tu peux pas te permettre d'aller dans un pays où le poisson est, tu pourras jamais l'attraper, ce poisson. Donc dans un sens, effectivement, tu as comme certaines activités, ça demande un budget financier. Ça coûte combien un voyage de pêche si tu veux te faire kiffer une semaine pour les gens qui nous regardent, tu vois? Ouais, bien sûr. C'est quoi en moyenne, quoi, à peu près? En moyenne, alors ça dépend ce que tu fais, mais tu peux te retrouver, commencer, tu as certains voyages. Alors, je vais pas te donner. Tu veux que je te donne une destination en particulier? Ouais, par exemple, une destination. Tu vois, tu as une destination. D'ailleurs, tu connais. On va parler des Bijagos. Tu vois, tu as une bonne destination. C'est pas super loin. Tu vois, sur l'Afrique de l'Ouest. J'y vais pour le Nouvel An, donc. Voilà, exactement. Donc, c'est une destination que j'ai faite et que beaucoup de pêcheurs français ont fait, qui est plutôt accessible, etc. Et c'est quoi accessible? Accessible, je parle en termes d'avion, etc. Mais en termes de prix, si je devais donner une fourchette pour un voyage d'une semaine, t'as entre 2 et 4 000 euros selon les lodges, tout compris avec les vols, etc. Quand même. Ce qui coûte de l'argent, c'est un peu l'essence des bateaux et tout, j'imagine aussi. Ouais, c'est tout. Déjà, t'as les vols, ça tu peux pas, c'est pas compressible. Ensuite, t'es sur des zones où généralement, vu qu'on essaie quand même d'aller dans des endroits un petit peu sauvages, etc., il n'y a pas 12 000 choix d'hôtels, donc tu es un petit peu obligé de... Si tu veux, généralement, c'est des lodges, etc., donc c'est un petit peu des packages. Enfin, tu sais, toi, c'est un petit peu c'est ce que tu as fait, ce que j'avais fait quand je suis allé au Bijagos, et donc tu es un petit peu soumis à l'offre qu'il y a sur place, mais oui, ça fait des budgets, quoi. Enfin, faut... Et donc, faut voyager, c'est ce qu'on appelle aussi de la pêche exotique. Oui. Toi, tu as fait des destinations un peu insolites carrément. Que personne ne connaît Et qu'est-ce que tu as fait un paquet. Et là, récemment, d'ailleurs, c'est la première vidéo qu'on a sortie sur notre chaîne avec Romain, qui est mon caméraman monteur. On est à la Socotra. Socotra, c'est une île, pour ceux qui ne connaissent pas, qui est juste en face de la Somalie. C'est à 50 km de la Somalie, ça appartient au Yémen. Et alors, c'est pas forcément conseillé d'aller là-haut, mais si tu veux, étant donné que c'est une zone qui est un peu
on va dire en guerre, soumis ouais. un petit peu à la piraterie. Alors sur cette zone-là, il n'y a pas de pirates, mais bon, ça, tu peux le savoir qu'en allant sur place. Ouais. Tu te retrouves avec en fait, des zones qui sont protégées, pas de pêche commerciale, donc pas de pêche avec les gros bateaux qu'on peut voir, etc. Donc les stocks de poissons préservés, tu as un tout petit peu de pêche locale, mais ça peut pas être plus respectueux parce que les mecs, les habitants sur place, si tu veux, c'est ce qu'ils font pour vivre. Et donc tu as des mecs un peu fous qui ont développé pour une poignée de mecs passionnés, tu vois, des voyages là-bas, donc tu peux aller là-haut, et là t'es... Et à Socotra, tu dois prendre des avions militaires, c'est ça, à l'époque? Alors non, mais c'est des avions, si tu veux, si tu regardes sur Flight Tracker, le vol, tu le trouves pas, alors je sais pas exactement, mais c'est des vols charter où tu as plusieurs agences de voyage, parce que c'est très niche. Hein. Généralement, tu demandes à Socotra, il n'y a pas grand monde qui connaît cette île-là. Et tu peux pas. C'est là où il y a l'arbre emblématique. C'est ça, c'est le dragonnier de Socotra. Exactement. Et si tu veux, Socotra, il y a, si je dis pas de bêtises, mais tu as une vingtaine d'espèces endémiques, c'est-à-dire que tu peux retrouver que sur cette île. Alors, parce que c'est préservé, quoi. Parce que c'est préservé. Et puis, endémique, ça veut dire qu'ils sont uniquement sur cette île-là. Okay. Et tu as quelques espèces d'oiseaux, quelques espèces de reptiles et des espèces de plantes qu'il n'y a nulle part ailleurs qui sont présentes que sur cette île. Et ça vient du fait, parce qu'en fait, donc, ce que tu es en train de dire finalement, c'est que les pays en guerre, c'est là où du coup il n'y a pas d'activité touristique, etc. C'est les plus préservés pour pêcher. Ou pour plonger aussi. En fait, le problème, c'est dans certains pays, ça va être l'accès qu'ont les bateaux de pêche commerciaux. Okay. C'est-à-dire, c'est ça le problème. C'est pas, si tu veux, les pêcheurs récréatifs, parce qu'en plus... Ah oui, c'est les navires, en fait. Les navires de pêche professionnels. Qui vident les océans, quoi. Qui vident les océans, ouais, pour certains. Il y en a d'autres qui sont un peu plus modérés, mais pour certains, ouais, qui font énormément de dégâts. Et le fait que, justement, ce soit en guerre, qu'il y ait des pirates, etc., si tu veux, ce serait presque suicidaire d'y aller. Ouais. Donc les mecs n'y vont pas, et tu te retrouves avec des zones, comme à Socotra, où, en fait, t'es quasiment... en termes de biodiversité, comme avant l'arrivée de l'homme sur Terre, quoi. Énorme. Donc, c'est toi, tu t'es déjà senti en danger, en insécurité dans un pays ou pas en allant pêcher? Je t'avoue que non. Enfin, là, maintenant, j'ai pas spécialement de... Puis, j'y pense pas trop. Si tu veux, moi, je vais dans le pays. Le but, c'est quand même d'aller pêcher, si tu veux. D'ailleurs, tu te retrouves des fois même à... Je vais pas dire dans des situations... dans des situations où, en fait, moi j'y vais pour pêcher, si tu veux. Donc, pêcher, la plupart du temps, je te dis, même on relâche les poissons, c'est vraiment la quête, la traque d'un poisson. Donc, non, j'y pense pas trop. Ouais, t'es focus sur ton truc et c'est assez encadré. Et puis, dans ce milieu-là, je fais assez confiance, si tu veux. Enfin, tu vois, dans le milieu de la pêche, d'ailleurs, c'est comme ça qu'on a amené, nous, à se rencontrer. En fait, c'était via la pêche. Ouais. Tu fais vite confiance aux gens. Parce que tu sais que les gens, on a cette même passion-là, cette passion de la pêche. Tu te dis que forcément, les gens sont sains, tu vois, ou ont quelque chose. C'est vrai, moi, je me suis toujours dit ça. En général, les gens qui aiment la pêche, souvent, c'est des gens... en tout cas, on a une connexion. Ouais, c'est comme ça qu'on a été amené à parler de base. Et quand tu as quelqu'un qui pêche, tu sais qu'il est passionné de pêche. Tu sais que d'une certaine manière, il va pas te la mettre à l'envers. Donc, tu as tendance à... quelqu'un qui organise un truc de pêche, il te dit que c'est safe. En tout cas, moi, j'ai tendance à... La pêche, d'ailleurs, ça se partage. Oui. Toi, donc, on va parler après un peu de vin spiritueux. Est-ce que pour toi, l'apéro, c'est important à la pêche? Et toi, tu bois quoi dans tes voyages, par exemple? C'est une bonne question. Alors, pour moi, la pêche, forcément, si tu la partages pas avec quelqu'un, si tu partages pas ce moment, si tu veux, le moment de connexion ou de... Tu vois, t'attrapes un poisson, t'es content, etc. Enfin, il y a énormément d'émotions, tu vois, que tu vas avoir la pêche. Tu perds un gros poisson, tu vas être déçu au fond du trou, etc. Pour moi, si tu partages pas ça avec quelqu'un, en fait, c'est rien, quoi. C'est du vent. Donc, pour moi, c'est vraiment important. Alors, t'as ce moment-là aussi d'apéro où... Alors, sur certains voyages, par exemple, où, si tu veux, on va aller se repousser un peu dans des retranchements physiques, etc. On limite quand même pas mal l'apéro. Pour le poids? Parce que... Ah non, ou même pour la performance physique, en fait. Sûr. Donc, si tu veux, des fois, on coupe carrément, c'est on rentre de la pêche, on va se coucher, tu vois. C'est comme, si tu veux, un mec qui prépare, je sais pas, les JO ou quoi, il va pas s'enfiler 3 bières. Bien sûr, ok. Ouais, donc, c'est vraiment, tu fais ça comme un sportif de haut niveau, en fait. Alors, voilà, pour certains, des fois, t'es obligé, vraiment, quand tu vas t'atteler à des très gros poissons, où tu sais que ça peut être compliqué. Et après, à côté de ça, non, il y a quand même une partie apéro qui est présente, j'ai envie de te dire, après une bonne journée de pêche, même si mon cœur ira toujours sur du vin,
une bonne bière fraîche, c'est quand même toujours Ah, agréable, moi je suis tu vois. d'accord, moi je travaille dans le vin, mais une bonne bière bien fraîche, c'est Ouais, toujours assez ouais. désaltérant. Avec modération, bien sûr. Ouais, exactement. Mais le but, quand même, c'est, tu vois, t'as fait une bonne journée de pêche, il a fait chaud, etc. T'as envie de te désaltérer, tu vois. Donc, ouais, je dirais une bonne bière fraîche, ce serait mon go-to, tu vois. Ok. Alors, une petite question. Alors, ça va faire un peu jaser, mais du coup, tu prends très souvent l'avion. Qu'est-ce que Oui. tu réponds aux gens qui disent que tu as une empreinte écologique catastrophique? Bah écoute, j'imagine bien sûr que effectivement, j'ai pas la meilleure empreinte écologique possible. Après, c'est pas pire que des gens qui partent en vacances tout le temps pour aucune raison. Enfin, je veux dire, aller Ouais, ouais. bronzer, si tu veux, sur une plage paradisiaque. Dans des Donc, gros hôtels et tout. exactement. Pourquoi pas, tu vois, chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais c'est pour ça, à ce niveau-là, je me sens pas plus mal que, si tu veux, le touriste lambda qui va à tel endroit juste parce qu'il a envie de voir des oiseaux et des... Ah, surtout que toi, en plus, tu es dans la nature. J'imagine que tu dors pas dans des hôtels 5 étoiles, tu fais pas des Non, spas. non, déjà d'un point de vue, je vais dire d'un point de vue financier, je veux dire, parce que tu vas Ouais. quand même pêcher, etc. T'as pas beaucoup d'endroits où la pêche est exceptionnelle et où t'as des resorts de luxe, si tu veux, déjà ça colle pas, en plus, si tu veux, ça ferait des budgets, enfin tu vois le Ouais. délire, mais non, et puis la vérité c'est que nous quand on va sur un voyage de pêche, quand on tue 2 poissons par jour, c'est le maximum, et parce qu'en fait, sur beaucoup de voyages, tu voyages, tu vas sur la destination et tu vas manger ce que tu pêches. Mais si tu veux, ton empreinte réelle sur la nature, elle reste quand même assez faible Ok. au final. Ok. Voilà. Le but, c'est d'avoir l'empreinte après sur place la plus faible, quoi. Bah, t'as pas envie. Si tu veux, moi, enfin, comme la plupart des pêcheurs, on est des amoureux de la nature. Le but, c'est que les zones où on va, les espèces qu'on va cibler, ça reste comme ça le plus longtemps possible. Ouais, bien On sûr. a aucune envie de détruire. Aucune raison, et le mieux, c'est que ouais, la nature soit préservée. Exactement. Moi, si tu veux, ça peut paraître paradoxal, mais moi, je suis vraiment amoureux des poissons. Tu vois, moi, si tu veux, je vois les poissons. En fait, j'ai pas envie de les tuer. Ça m'arrive, Ouais. si tu veux, je vais pas pleurer. Et puis, Moi, mais vas-y. Non, non, j'allais te la poser après, mais c'est la question que tout le monde se pose. Ouais. Quand tu pêches des poissons avec un hameçon, est-ce que ça leur fait mal? Eh bien, écoute, il n'y a jamais aucun poisson qui nous a répondu. Mais, mais si tu veux, j'imagine que oui. Moi, j'ai eu plusieurs fois, pour te donner un contre-exemple, plusieurs fois où sur des mêmes journées, demi-journées, on a repris des poissons qu'on avait pris. Je vais te dire une anecdote où on pêchait, donc on pêchait sur une espèce de passe, tu vois, aux Maldives, et on était donc sur un petit bateau, et on n'arrêtait pas, donc on piquait des poissons, et on n'arrêtait pas de se faire charquer. Charquer, c'est quand t'as un poisson, généralement, c'est des thons, etc., et t'as un requin qui vient... Bouffer le qui vient poisson. manger ton poisson. Ok. Et le problème, c'est que certains requins, tu pêches relativement léger, donc tu peux pas. En fait, ils te cassent, quoi. Puis t'as les dents, il y a la peau qui est abrasive. Donc si tu pêches pas. Ils cassent la canne ou ils cassent En fait, non, le ils fil? cassent le fil. Ok. Parce que les requins, si tu pêches pas avec du matériel vraiment spécifique, avec du câble, etc. Du je te câble, dis- carrément. de bah, l'acier, carrément, quoi. avec du câble acier. Ils te cassent, en fait, ils coupent, Ok. soit ils coupent, et je te dis, la peau est extrêmement abrasive, et donc il suffit qu'ils touchent le fil avec leur queue, ils mettent un coup, et rien que ça, en fait, ça coupe le fil. Ok. Donc si tu veux, on s'est retrouvés, on était dans cette passe-là, et on faisait que perdre des poissons à cause des requins, et si tu veux, on arrivait au bout du stock des leurres qu'on avait, et en fait, on finit par quand même réussir à faire un requin, parce qu'en fait, on savait même pas ce qui nous... parce qu'en fait, si tu veux, tu remontes les poissons, et d'un coup, t'as tel un TGV, et t'as le poisson qui part, et tu sais pas ce que c'est. Et on arrive à en ramener un, si tu veux, au bateau, et en fait, donc on comprend pas, et il avait un jig, donc un leurre, Ouais. si tu veux, qui pendait, en fait, qu'on avait perdu du matin même pas de Ah la ouais. session là. Donc si tu veux... et le leurre était encore accroché. Donc, Ouais, si donc tu ils veux, continuent de s'alimenter. ils continuent de s'alimenter. Et puis j'ai d'autres exemples où ça nous arrive en eau douce, où on relâche un poisson, on descend, hein, c'était un Schwen pour l'anecdote, tu vois, on le relâche, on fait 15, ça m'est arrivé cet été, tu vois, on fait 15 minutes de descente, donc on descend, je sais pas, de 500 mètres. On reprend, j'ai des photos, tu vois, on reprend littéralement. Et comment est-ce qu'on l'a reconnu? Parce qu'en fait, il avait une malformation génétique, tu vois, au Ouais. niveau de ses écailles. Et tu sais, on mesure, on fait putain, c'est pas possible, c'est le même poisson. Et on regarde la photo d'avant, le même poisson. À Après, 15 c'est peut-être minutes parce qu'ils près. ont une mémoire de poisson. C'est- Bah, je sais pas. Alors, est-ce que il souffre et c'est le manque d'intelligence qui fait qu'il se retrouve à se remettre dans les Ouais. mêmes situations? Je Ouais, sais ouais. pas. En tout cas,
je suis pas persuadé que ce soit un très gros traumatisme. Ce qu'on dit souvent, c'est un peu comme un piercing d'oreille, ou vu que c'est du cartilage. Ouais, moi je c'est pense des zones que sans muscles. exactement. Alors je suis persuadé que ça leur fait pas forcément du bien, Ouais. mais en tout cas, est-ce que c'est traumatisant? Non. Moi plusieurs fois, je te dis. Puis là, c'est les 2 exemples que j'ai, mais j'ai plein de personnes, pêcheurs que je connais, qui ont eu ces exemples-là où ils rattrapent des poissons, ou même tu vois, on voit parce qu'il y a beaucoup de suivi satellite, etc. Où tu vois qu'en fait les poissons une fois qu'ils sont tagués, en fait ils recommencent à s'alimenter même quelques heures après. Donc non. Ok, donc plutôt non, toi pour toi. Moi plutôt non, Ok. plutôt non. Bon, très cool, on a pas mal parlé de pêche et je pense qu'on pourrait en parler énormément et on reparlera un peu de Bien pêche sûr. à la fin de l'épisode. Mais on va passer sur une deuxième partie que les gens connaissent un Ouais. peu moins de toi, qui est Théophile, parce que donc, ton blaze sur les réseaux c'est French Fisherman. Ouais, The French Fisherman. Donc on va essayer de parler un peu plutôt de toi, de ton activité d'à côté, ta famille, le vignoble, etc. Complètement. Mais juste avant, on fait un deuxième jeu. Là, c'est tu préfères. Donc, tu as Ok. 2 possibilités. Tu dois choisir obligatoirement l'un des deux avec une réponse rapide. Donc, il y a une douzaine de questions. Donc, je te laisse répondre. Ok. Alors, donc tu préfères Ouais. la pêche ou le vignoble familial? La pêche. Tu préfères catch and cook ou catch and release? Catch and release. Tu préfères thon ou carangue GT? Thon. Champagne ou sauterne? Sauterne. Tu préfères continuer de pêcher en sachant que toutes les espèces de poissons auront disparu dans 20 ans, ou arrêter de pêcher maintenant mais en étant sûr que les espèces survivront? Arrêtez de pêcher, 100%. Ok. Côte de bœuf ou turbo grillé? Côte de bœuf. Pêcher seul dans un endroit paradisiaque ou pêcher entouré d'amis dans un spot moyen? Celle-là, elle est dure. Mais je dirais avec les amis. Ok. Tu préfères rater le poisson de ta vie ou rater une vendange complète? Waouh. Ouais, une vendange. Tu préfères Penn ou Daiwa? Peine. Tu préfères être privé de boire éternellement ou de pêcher éternellement? De boire. Tu préfères pêcher en bateau ou pêcher du bord? Elle est compliquée, celle-là. Elle est compliquée. Je dirais, pour le moment, pêcher en bateau. Ok. Et enfin, tu préfères pêcher des dizaines de jolis poissons par jour ou pêcher un seul poisson en une semaine, mais c'est le poisson? Tu sais ça. Ok. Le poisson, ouais. Ok, nickel. Donc on va parler un peu du coup dans cette deuxième partie du côté viticole, un Yes. peu de ta vie. Du coup, je propose qu'on ouvre une bouteille. Là, il est midi, donc je pense que c'est la bonne heure. Ouais, allez, feu. Et moi, pendant ce temps, du coup, je vais Tu nous prépares un petit... voilà, nous préparer un petit truc sympa. Donc un petit caviar. Je sais pas si on le voit à la caméra. Donc c'est Sturia. Sturia, c'est une marque de caviar d'Aquitaine. Et vu qu'aujourd'hui on parle de poissons et de champagne, C'est le but. et sachant que le pairing il est super intéressant avec le champagne. Ah, propre. On voit que tu as l'habitude. Petit caviar champagne. Il est midi, donc on a le droit. Hop. Donc là, qu'est-ce qu'on va boire là du coup? Alors, là, on commence comme si elle allait en avoir 60, tu vois. Mais donc là, on est sur une cuvée, on est à Bouzy. Donc voilà, on switch complètement. Ouais. On est sur, donc c'est un grand cru. C'est Ouais. un parcellaire qui s'appelle Les Savelons, qu'on a récupéré, qu'on a commencé à exploiter en 2018. Et là, on est sur le nouveau millésime. Là, c'est millésime 2019, donc c'est un blanc de noir, ça veut dire quoi ça? Là, c'est un blanc de noir. Alors, blanc de noir, donc en champagne, forcément, tous les champagnes, c'est des vins clairs, c'est des vins blancs. Mais on peut, forcément, il n'y a pas tout le monde qui est au courant de ça. On peut faire du champagne donc clair comme ça avec des raisins noirs. Donc, comme du pinot noir. Et ça, c'est 100% pinot noir. Ça, c'est énorme parce que personne ne le sait. Tout le Non, monde ça, c'est pense vrai. qu'on fait du champagne avec des raisins blancs, mais tu peux faire en fait avec des raisins noirs. c'est Complètement. Et d'ailleurs, pire que ça, en fait, il y a ça Blanc de noir, du coup. Mais même les 2 tiers de champagne sont faits avec des raisins noirs. Ok. Parce qu'on a à peu près, on a chardonnay, pinot noir, pinot meunier, les Ouais. 3 principaux cépages en champagne. Ouais. Et la part de pinot noir, pinot meunier, qui sont des raisins noirs, est plus importante que la part de chardonnay. Donc la majorité des champagnes sont faits avec des raisins noirs. Donc c'est des raisins noirs à la chair blanche, du coup. En fait, c'est des raisins noirs que tu vas vendanger avec une maturité plus faible que celle que la maturité que tu aurais fait pour faire un vin rouge. Je sais pas si c'est clair. Non, mais ouais, carrément. Ouais. C'est-à-dire que tu vas avoir un degré potentiel d'alcool
qui va être inférieur, et donc ce qui va faire que les raisins sera un petit peu moins mûr, et donc la couleur, si tu veux, les anthocyanes, ce qui va faire, les tanins, pardon, non, c'est Ouais. les les anthocyanes qui les colorent. anthocyanes que tu as dans la peau, ils vont être moins mûrs, et donc ils vont beaucoup moins colorer. Et puis tu as aussi le fait que c'est du pressurage, Ouais. donc il n'y a pas ce côté macération que tu vas avoir avec du vin rouge, donc tu vas avoir, tu vois la couleur qu'on a, elle est un petit peu rosée. Ouais, Elle ce est que même, j'allais dire, c'est un peu c'est rosé. ce qu'on dit Ouais. œil de perdrix, tu vois, un petit peu doré. C'est quelque chose que tu n'as pas du tout sur un chardonnay, par exemple. Et cette couleur-là vient du fait que tu as quand même les tanins qui colorent légèrement, mais ça reste quand même clair. C'est très minéral, mais en même temps, ça as ce côté un peu complexe quand même. Carrément. Bah, c'est Bouzy. Bouzy, c'est un village en Champagne, donc c'est un village pour produire, où on produit des grands crus. C'est de là que tu viens, toi, tu viens de la Champagne ou... Alors, moi, je viens des deux, mais par contre, j'ai grandi à Bordeaux. Nous, on a en termes... Donc, avant de parler full Champagne, dis-nous un peu, du coup, Théophile, Gonnet, Oui, c'est vrai. Champagne, Gonnet, Metteville. Bah, c'est vrai que j'expose beaucoup moins ça sur les réseaux sociaux, parce Ouais. que je mets beaucoup plus en avant la pêche. Du coup, Théophile Gonnet-Metteville, ça vient de mes deux parents. Mes parents sont de famille de viticulteurs. Donc ma mère, Julie Metteville, vient d'une famille de viticulteurs à Bordeaux, donc exactement à Sauternes. Et mon père, Xavier Gonnet, lui vient d'une famille de viticulteurs en Champagne. Donc les deux sont de famille de viticulteurs, producteurs pour l'un de Champagne, producteurs de vin liquoreux et rouge pour l'autre. Et ils se sont rencontrés quand ils étaient jeunes, ils se sont mariés, et puis en fait ils ont associé les domaines en Champagne et à Bordeaux pour en fait mettre les deux noms, Gonnet-Metteville, Ok. et donc pour faire les vignobles Gonnet-Metteville. Donc, finalement, il y a 3 vignobles. Enfin, En fait, un Champagne, un il y a Sauternes. plus que ça, mais ouais. la table n'était pas assez grande. Mais si tu veux, ça part du côté de ma mère à Sauternes, Ouais. donc c'est ce qui est autour. Donc Sauternes, Bordeaux, Grave, Ok. pour les domaines, nous, dans le Bordelais. Et en Champagne, c'était vraiment la famille Gonnet. Nous, on est de base originaire du village du Ménil-sur-Roger, donc il y a Ok. un village connu pour les chardonnays. Et à côté de ça, mon père, lui, s'est séparé, si tu veux, du domaine familial pour créer, si tu veux, la marque avec ma mère. Et donc, ils ont racheté des vignes un peu à droite à gauche en Champagne. Et ils ont aussi acheté un domaine, Château des Érins, ensemble, après, mes parents à Margaux. Ok. Donc, on est partout sur la rive gauche à Bordeaux. Donc, de Margaux au Grave. Donc, en fait, de l'extrême nord à l'extrême sud. Ouais. Et en Champagne, on est sur la côte des Blancs et la montagne de Reims. Et toi, du coup, Théophile, tu fais quoi pour le vignoble familial? Tu as une activité commerciale quand Ouais, même, tout à fait. Moi, j'ai commencé là-dessus. J'ai fait plusieurs séjours aux États-Unis. Nous, c'est un de nos plus gros marchés, les États-Unis, Ouais. où j'ai pu, tu vois, m'exercer vraiment sur toute la partie vente, commercialisation, vraiment contact client. En fait, majoritairement même en anglais. Si tu veux, ça Ok. a été ma grosse là où je me suis formé. Et sur quel marché, du coup, Sur quel marché, tu veux dire tu te déplaces sur Ouais, bah, en fait, États-Unis? C'est ça. Hein. Donc moi pour le moment, je suis responsable en fait de toute la partie commercialisation sur les États-Unis, Ouais. excepté New York parce que c'est le plus proche et puis c'est un gros marché donc j'ai pas encore récupéré ça. Ok. Mais sur tous les US et puis ensuite sur des missions un petit peu ponctuelles à droite à gauche. Tu vois, je reviens la semaine dernière j'étais en Suisse, demain je pars en Estonie. Sur un petit peu en Europe. Pour la pêche ou pour le... Non, pour le vin, là, Ok. pour le vin. Donc il y a aussi même pas mal de voyages pour le vin. Ok. Des fois j'arrive à coupler Ah ouais, donc aussi. tu bouges énormément. Et du coup, tu es un peu le petit Frenchie qui se déplace à l'étranger. C'est C'est cool ça. comme métier. Tu sais c'est ouais, quoi ouais, exactement? c'est très Tu sympa. fais goûter ton vin. C'est ça. En fait, je me déplace et souvent je me retrouve avec le distributeur, l'importateur. Et si tu veux, je viens l'aider, l'assister pour sur des dégustes, sur des rendez-vous. Si tu veux, avec, je sais pas, par exemple, typiquement, je peux avoir un rendez-vous avec un distributeur qui lui, il va me présenter à un acheteur qui achète du vin pour, j'en sais rien, 5 restaurants par exemple. Et donc on goûte ensemble. Moi, je suis capable forcément mieux que quiconque de parler des vins de mon domaine. Ouais. Donc je lui explique, je lui fais goûter, je lui explique le pourquoi, du comment, etc. Et puis Tu bois à chaque fois ou tu recraches un peu quand tu- ça dépend. Si le but vraiment c'est une dégustation pro, non, on devrait quand même, Ouais. tu vois. Mais ça peut, si tu sais que t'as qu'une déguste dans la journée, tu sais que tu vas avoir un repas, etc. Après, ça dépend des configurations. Et alors, attends, tout à l'heure, je t'ai demandé si tu emmenais des bouteilles de vin ou ce que tu buvais dans tes voyages de pêche. Et là, je te pose la question inverse. Est-ce que sur tes voyages de pro, Ouais, t'embarques toujours une canne ou pas? ça peut. Là, demain, non, j'en prendrai pas. Tu vas où demain?
Je vais en Estonie. Ah ouais, Estonie pour pêcher, c'est pas... Au Doux, t'as un peu peut-être quoi faire. Mais non, là, j'y vais. En plus, j'y vais que 3 jours. Du coup, le planning, il est blindé. Non. Mais du coup, des fois, si je sais qu'il y a moyen de coupler les deux, mais je le prévois à l'avance, tu vois. Je vais coupler les deux ou rester plus longtemps après. Et du coup, ça devient voyage vin pêche, tu vois, les deux. Ouais, c'est difficile de faire par les exemple, deux à 100%, quoi. Exactement. Par exemple, aux États-Unis, dès que j'y vais, parce qu'ils ont comme une ressource halieutique qui est vraiment incroyable. En ressource halieutique, c'est la ressource pêche, poisson, etc. Donc en fait, dès que je fais un voyage vin, je rallonge ou j'arrive un peu avant pour faire de la pêche, ouais, systématiquement. Bon, là, depuis tout à l'heure, là, je regarde, là, ça me fait des yeux. Petit caviar. Donc, du coup, ça, c'est un truc que personne ne sait, c'est qu'en gros, le caviar se marie très bien avec le champagne, pour le côté iodé, avec l'acidité et les bulles du champagne. Donc là, on a un caviar de la maison Sturia, qui est une maison française, c'est plutôt cool. Donc, un pairing 100% français. On va goûter, si tu veux, vas-y, je t'ai mis une petite cuillère en nacre, vas-y, je te laisse. Tu me laisses goûter ? Ouais, vas-y. Alors, ça peut se manger comme ça, la cuillère. Mais ça se mange aussi. Tu me permets. Hein. Tu peux le prendre à la royale, tu vois, tu te le mets sur la paume de la main comme ça, mais on va se le faire. Je vais prendre une belle cuillère. Ouais, vas-y. Merci. Et le caviar, alors t'as le beluga qui est très cher, etc. De certaines marques. Très bon, super beau. Les yeux là. C'est super bon. Hein. Oh la vache. Moi, je suis fan. Hein. Après, c'est assez cher, mais le caviar, finalement, même le caviar d'Aquitaine, peut être assez accessible. Ouais. Pour les fêtes de fin d'année et tout, c'est plutôt cool. Bah, ça reste pour les belles occasions. Attends, je me permets. Bien sûr. Vas-y. Hein. De toute façon, c'est fait pour. Hein. Il faut se le faire. On dit en général, c'est une boîte de 50 grammes pour 2 personnes. C'est bien. Là, tu te fais plaisir. Là, tu te fais kiffer. Ouais. Du coup, merci à la maison Sturia, qui est une maison locale bordelaise. Ils ont une boutique rue Mably à Bordeaux. Donc pour les fêtes de fin d'année, je pense que c'est une et tu vois, petite surprise sympa. Le côté salin, vraiment, ça va bien se marier avec le champagne, avec l'acidité. Ça t'as toujours, ça te renvoie, tu vois, derrière une espèce de coup de pied, tu vois, où ça va relancer justement et l'acidité, et des fois ça carrément t'as d'autres arômes, tu vois, ça peut t'envoyer des arômes de noix, etc. C'est une question d'équilibre, mais j'avoue, avec les micros, c'est pas facile. Je me resserre un peu de champagne quand même. On essaie. Vas-y, je veux bien, s'il te plaît. Hop. Merci. Et t'as du coup, ce qui est agréable avec un champagne comme ça, donc c'est un blanc de noir, 100% pinot noir, et donc tu vas avoir, comparé par exemple à un blanc de blanc, ou si tu veux un assemblage, tu vas avoir plus de structure, tu vas avoir un champagne un peu plus rond, qui va avoir tendance à être plus facilement associable avec de la nourriture. Donc ça va avoir, tu vois, plus de corps, plus de structure, un peu plus rond, et donc ça peut être justement... c'est plus gourmand, quoi. C'est plus gourmand qu'un champagne qui peut être blanc de blanc, un peu plus tendu, tu vois. Un millésimé, c'est forcément un produit ultra luxe ou ça peut être assez accessible. Alors, ça coûte combien une bouteille de Gonnet Medeville millésimé en retail, quoi, à peu près en France? Ouais, je peux répondre à ta première question. En fait, en Champagne, si tu veux, on a créé justement ce fait de faire des BSA, des bruts sans année, le fait de ne pas faire de millésimé, justement, à cause de la difficulté de régularité de production. Tu sais que c'est le vignoble le plus au nord de France, la Champagne. Et donc, c'est difficile d'avoir vraiment une régularité parce que tu peux avoir vraiment des catastrophes climatiques, sauf que quand ça se répète tous les ans, c'est que le climat est vraiment compliqué, tu vois. Donc, les millésimés, de base, en Champagne, c'est fait justement pour dire, ok, ce millésime était tellement exceptionnel que... donc quand c'est un millésimé, c'est que c'est pas tous les ans forcément. Non, du tout, non. Nous, on fait quelques cuvées millésimées, tu vois, vraiment sur des parcellaires, donc c'est-à-dire vraiment... une parcelle de vigne bien précise où on s'est dit, en fait, en goûtant les jus, ok, cette année, c'est assez exceptionnel pour qu'on le mette tout seul et pour qu'on dise, on va faire un millésimé de telle parcelle. Mais ça, c'est pas du tout le cas chaque année, tu vois. On n'est pas capable de faire ça de par le climat et de par la technique. Sinon, le but, en fait, c'est quand même de créer un produit abouti qu'on a envie de boire, si tu veux. Donc, si c'est pour créer juste quelque chose comme ça et dire c'est un millésimé, non, ça marche pas comme ça. Donc là le millésimé, c'est un produit plutôt haut de gamme avec du caviar. On dit que c'est un accord qui est vraiment. C'est plutôt. Regarde, là, je me le fais à la royale. Alors à la royale, tu le mets sur la paume de la main comme ça là. C'est comme ça vient d'où ça, tu sais? Toi, tu sais? Non, je sais pas. Non, je sais pas, mais c'est comme ça a priori qu'on le mange à la royale. C'est ce que la maison Sturia m'a expliqué. J'essaierai d'en laisser pour l'équipe de prod. Bon, un petit peu, une petite cuillère. Et d'ailleurs, attends, parce qu'on parle de pêche, donc c'est le caviar, c'est un œuf d'esturgeon. Ouais. Donc il y a plusieurs espèces d'esturgeons. Toi, c'est un poisson que tu as déjà pêché ou pas? C'est énorme un esturgeon, notamment en Amérique du Nord et tout là. T'as déjà pêché ça? Ouais, j'ai eu la chance. Je finis ma bouchée. Vas-y. J'ai eu la chance pour aller au Canada
Donc quand j'étais aux États-Unis, j'étais en Californie, donc t'es quand même plus proche déjà, parce que là on parle de la côte ouest du Canada. Côte ouest du Canada, ça commence à faire loin depuis la France. Et c'est une région qui est absolument fabuleuse, la Colombie-Britannique. Et dans la vallée du coup de la Fraser, ils ont on dit une pêcherie dans le milieu de la pêche, tu vois. Ils ont une zone de pêche qui est des plus préservées au monde, et dont ils ont une des plus grandes connaissances. Tu vois, ils estiment la population à 70 000 esturgeons sur la rivière. Alors, c'est difficile de se rendre compte, on peut pas savoir ce que c'est. Et c'est donc l'esturgeon Laccipenser transmontanus, donc l'esturgeon blanc, plus communément appelé. C'est le plus gros ? C'est le plus gros, ouais. C'est le plus gros, il peut faire... Ça pèse combien un esturgeon comme ça, un transmontanus ? Ça peut faire... alors, tu vas pas les rencontrer tous les jours, ces spécimens-là, mais ça peut faire 300-400 kilos. Toi, t'en as pêché un gros comme ça ? Non, nous, on est monté jusque... J'ai plus exactement les chiffres en tête, mais 140-150 kilos. Ah oui, quand même. Mais pour un poisson d'eau douce, dans une rivière qui est pas si grosse que ça, c'est impressionnant. Et c'est en eau douce, en tout cas de ce que j'ai rencontré aujourd'hui, le poisson qui combat le plus. Plus qu'un silure, par exemple ? Oui, bien plus. C'est un poisson, c'est similaire pour ceux qui connaissent à un requin, à peu près. Ah oui, d'accord. Donc les requins, ça se bat quand même. Similaire en termes de combat ou en termes de... En termes de combat. Okay. En termes de combat, vraiment, c'est un poisson qui est très puissant. Enfin, moi, ça m'a choqué. Sur de l'eau douce, t'as vraiment ce rapport, t'as l'impression que c'est un poisson de mer. Ouais. Puis sur des tailles comme ça, tu pêches. De toute façon, on pêche avec on pêche avec des tambours tournants, on pêche avec du matériel. De lourd. De mer. Ouais, lourd, même en mer en fait. Donc voilà. Mais incroyable. On a eu. Je suis venu en mars en plus. Donc en mars, au Canada, si tu veux, t'as encore des gros blocs de glace qui flottent dans la rivière, parce que c'est une rivière qui est prise en glace l'hiver. Et c'est absolument incroyable. Tu pêches, donc t'es dans les montagnes, et si tu veux, tout est enneigé. T'as les montagnes qui tombent dans la rivière. C'est des paysages. Honnêtement, pourquoi est-ce que c'est pas mon plus beau voyage de pêche, c'est que j'y suis allé tout seul. Mais si j'avais été, je pense, avec mon père, ou quelqu'un en tout cas avec qui j'avais partagé le voyage, je pense que ça aurait été mon voyage numéro 1. Ouais. Ok. Ah, donc tu fais souvent des voyages avec ton père. Ton père, du coup, alors lui, c'était le côté Gonnet ou Metteville ? Gonnet. Ok. C'est côté Champagne. Ouais. Pour revenir un peu sur le vin, on reparlera de la pêche après, mais c'est vrai que la pêche, on est vite entraîné là-dedans. Ouais, on est vite entraîné, mais en même temps, c'est moi qui posais la question. Mais est-ce que ça marche en ce moment le vin ou c'est compliqué ? Tu sais qu'on n'est pas dans la meilleure période. On est même dans une des périodes les plus compliquées récemment. Nous, on a cette chance, et aussi c'est le travail que mes parents ont développé. Ils ont développé un réseau, tu vois, de commercialisation un petit peu global, tu vois. Donc ça te permet, si tu veux, d'encaisser plus facilement les crises. Minimiser les risques, quoi, un peu avec. Déjà, et puis la chance aussi, et ça c'est vraiment une chance, le fait d'avoir et du rouge et du blanc et des liquoreux et du champagne. Et ben quand t'as un vin ou on va dire une région où ça pêche un peu plus, t'as l'autre qui équilibre, etc. Alors, champagne, ça marche pas mal. Après, Sauternes, c'est compliqué. Sauternes, Sauternes, c'est relativement compliqué. Et puis, comme tu disais, tout le monde aime bien le Sauternes, mais personne n'en a jamais. C'est vrai. C'est un peu lourd. Moi, je me rappelle à l'époque, c'est pour ça qu'ils avaient inventé. C'est pas eux qui l'ont inventé, mais ils ont mis l'accent à Sauternes sur les petites bouteilles, les demi-bouteilles. Bien sûr. C'est vrai que tu t'enquilles, t'es en couple, tu vas au resto, tu te prends une bouteille de rouge à 2, ça le fait, de blanc aussi. Mais de blanc en sec, je veux dire, mais un Sauternes, c'est assez lourd quand même, quoi. Donc, ça peut, tu vois, on sort, on a fait un tournage avec, d'ailleurs, bonjour à eux, Arthur et Vincent de chez Gueuleton la semaine dernière. Ok, énorme. Où on a fait tout un repas, donc de A à Z, apéro jusqu'au dessert au Sauternes. Ok. Et tu vois, après, ça marche bien. Ça marche bien, ouais. Ça marche bien. Je vous laisserai découvre du coup la vidéo quand elle va sortir. Mais donc tu t'as fait un truc avec Gueuleton ? Ouais, en fait, si tu veux, ils sont liés à au bon vivant, nourriture, vin, la pêche, ça leur parle aussi. Ouais. Donc, si tu veux, on se connaît depuis 5-6 ans, on se voit régulièrement, d'ailleurs même des fois par hasard, mais on devrait faire, on a fait là justement ce tournage, on devrait faire, je veux pas trop en parler, mais peut-être un tournage pêche cet été, vraiment, si tu vois, okay. on va voir ce qu'on arrive à faire. Ok. Mais, avec Gueuleton. Avec Gueuleton, ouais. Ok, énorme. Ouais. Okay. Ouais, c'est sympa, tu vas les emmener, les mettre un peu dans le rouge avec des gros thons, avec des gros poissons, ça pourrait être rigolo. Du coup, j'ai une question un peu, elle est pas tricky, mais en gros, il y a souvent eu des problèmes par rapport à la succession dans les régions qui valent de l'argent, quand la terre vaut de l'argent. Est-ce que être héritier d'un domaine viticole comme ça, c'est un poids ou évidemment c'est une aubaine, Bien sûr. mais est-ce que c'est quand même aussi un poids dans le sens où il y a un gros héritage, une responsabilité. Alors, et tout. Pour répondre à ce que tu dis, le fait que ce soit un poids,
c'est pas là-dessus, c'est jamais un poids d'hériter de quelque chose qui vaut de l'argent. Enfin, faudrait être débile, tu vois, pour dire ça. Enfin, Non, c'est clair. mais d'un côté, c'est un poids dans le sens où, en fait, si tu veux, du côté de ma mère, à Sauternes, on fait du vin de père en fils, en fille, depuis 1710. Ouais. Donc, si tu veux, t'as pas envie d'être celui qui arrête, malgré qu'en fait, si tu veux, moi, mes parents m'ont toujours poussé à faire ce que je voulais. Bah, t'as pas envie d'être celui qui arrête 300 ans d'héritage. On est d'accord. Familial. Mais le problème, c'est que par exemple, alors ça dépend des climats, mais tu as des régions, notamment en Champagne, où tu as un hectare qui vaut 1 million d'euros. Ouais. Le problème, c'est que quand tu en hérites, si tu n'es pas capable de payer les frais de succession, tu es obligé de vendre ton historique, ton trésor familial. Quoi. Tout à fait, ouais c'est le cas. Après, il y a des choses que tu peux mettre en place aussi en amont, tu vois, pour essayer de limiter justement ça. Hein. Plus tu t'y prends tôt sur ce qui est succession, etc., plus tu peux être capable de justement limiter parce que les douilles que tu te prends, parce que pour le coup, ça peut comme tu dis, hein, tu peux devoir vendre ton outil de production, etc. Donc non, c'est quelque chose qu'on réfléchit déjà, où on essaie de mettre des choses en place pour limiter ça. Après, te dire que ça, c'est un fardeau, non. C'est pas un fardeau, mais c'est une responsabilité quand même. Tout à fait, c'est une responsabilité. Mais c'est pas ça, je te dis, non, c'est comme ça fait partie de ces choses-là. Et toi, tu voudrais utiliser peut-être un jour, alors à voir comment tu le fais, mais ton image et ta notoriété éventuellement au service aussi du domaine familial ou... Bien sûr, moi l'idée, moi je suis très proche de mes parents, ils me soutiennent complètement dans la pêche, etc. Je pense qu'ils aimeraient bien aussi que je m'investisse, que je m'investisse plus aussi avec eux. Normal. Mais il y a aussi ça où ils sont relativement jeunes, donc j'ai le temps un petit peu de faire, on va dire, mes armes, ou un petit peu développer, moi, si tu veux, la pêche, en fait, justement. Ouais, qui tu es, ce que t'aimes aussi. Qui est aussi, tu vois, même, c'est pire qu'une passion, c'est presque une obsession, tu vois. Moi, quand je suis pas en train de faire quelque chose pêche, je réfléchis pêche, tout est toujours ramené à ça. Et j'ai cette opportunité incroyable de pouvoir faire quelque chose, de pouvoir être rémunéré, justement, pour faire ça. Je voudrais pas, tu vois, à 50 ans, me dire putain, j'aurais pu faire un truc incroyable. Au final, je me suis dit, j'ai pris la facilité qui est de reprendre directement, etc. Et non. Et après, tu as un parallèle, je pense que tu y as déjà pensé, même si tu fais du no-kill, tu pourrais faire du catch and cook avec tes poissons et les vins de ta famille. Quoi. Je pense qu'il y a quelque chose à faire. Je voudrais d'abord, tu vois, développer un petit peu la pêche dans le sens où je suis en train d'aller, c'est-à-dire assez technique, etc. Ouais. Mais pourquoi pas faire des parallèles. Faire justement, comme tu dis, des catch and cook liés au vin, avoir des invités, tu vois, pourquoi pas justement comme tu le fais très bien, tu vois, recevoir des gens, parler de la vie, en même temps parler du vin, parler un peu de pêche, etc. Parce que là, par exemple, donc là on a un Margaux, un Champagne, un Sauternes. Selon toi, c'est quoi les meilleurs accords en termes de poissons? Donc si tu veux mettre un poisson sur chacun des vins, là, tu mettrais quoi? Ok, un poisson. Donc sur le Margaux d'abord. Sur le Margaux, ça c'est le plus difficile. Avec un thon, le thon, on dit que c'est le steak de la mer aussi. C'est vrai qu'un thon, c'est vrai qu'un thon rouge, tu prends carrément un thon rouge, ça pourrait être carrément. Mais alors là, j'irais cuit plutôt. Que si tu prends du thon rouge, plutôt cuit. Champagne, Champagne, c'est là où tu as le plus de possibilités. Mais je dirais, tu vois, un poisson avec une chair blanche, un maigre, un bar, même une dorade royale. Tu fais, tu vois, au four avec justement vin blanc, etc. Là, mais même, c'est limité. Hein, carrément, tu sais ce qui va être très Champagne, poisson, c'est... C'est nous, c'est ce qu'on fait le plus, en fait, quasiment. Mais même, tu vois, un poisson cru, où tu vas avoir justement besoin de ce petit, petit coup de pied d'acidité, ça va être top. Bah tiens, regarde, on est en train de le faire, le caviar, ça marche super bien. Et après, Sauternes, plus compliqué, moi j'ai une idée, mais... Ok, vas-y, dis-moi ton... Non, moi j'aurais dit des huîtres, je le dis souvent, en fait, le côté sucre vient casser l'huître iodé, mais tu dirais quoi, toi, sur le Sauternes, après Sauternes, tu peux avoir justement, à l'inverse, si tu vas venir... moi, j'aime bien associer le Sauternes avec quelque chose avec un peu d'acidité. Tu vois, parce que tu as ce côté, ça vient adoucir. Et à l'inverse, tu vois, le champagne avec quelque chose d'un peu sucré. Qui va venir créer un équilibre. Donc justement, un cru d'eau, tu vois, du poisson cru, où tu vas venir faire un assaisonnement un petit peu acide. Et le Sauternes, ça va venir balancer ça, et ça peut être vachement intéressant. Chose d'ailleurs que
pas grand monde font, tu vois, ce genre d'accord. Ah ok, non mais c'est bien, ça donne l'eau à la bouche parce que donc là il est midi 20, je pense qu'on va pas boire les bouteilles sur ce tournage, mais Je suis pas sûr. le Margot, on va peut-être aller se faire un déj ou un truc après. Ouais, ça pourrait être sympa. Ça peut être une bonne idée. On va passer à la dernière partie où on va parler vraiment des poissons, même si on en a quand même pas mal parlé. Et avant, on va faire un petit jeu. Je vais te faire un tournoi des destinations de pêche parce qu'on a beaucoup parlé des voyages de pêche que tu fais. Donc je vais donc il y a 8 donc c'est 8, c'est des huitièmes de finale. Et après on va évoluer jusqu'à la finale et on va voir quelle est la meilleure destination de pêche. Alors Oman vs France. France. Ok. Ensuite Espagne vs États-Unis. États-Unis, t'as un terrain de jeu qui est beaucoup plus grand. Ok. Italie vs Seychelles. Seychelles. Désolé. Afrique du Sud vs Arabie Saoudite. Afrique du Sud. Socotra vs Guinée-Bissau. Socotra, désolé. Guyane, bon c'était un peu la France, mais Guyane vs Égypte. Guyane vs Égypte, Guyane. Ok. Russie vs Gabon. Putain, la Russie c'est un gros terrain de jeu aussi, hein, mais allez, je dirais Gabon. Ok. Polynésie vs Canada. Ça c'est difficile, mais je vais dire Canada pour les thons parce qu'ils ont les plus gros thons du monde là-haut. Ok. Donc ensuite, on passe au quart de finale du coup. Donc France vs États-Unis. France. C'est dur. Hein. Donc Seychelles vs Afrique du Sud. Seychelles. Ok. Socotra vs Guyane. Socotra. Ok. Gabon vs Canada. Pas facile. Canada. On revient toujours au thon. Hein. Ok. France vs Seychelles. France. Ok. Socotra vs Canada. Canada. Allez. Ok. Et donc pour finir la finale, France vs Canada. Ça, c'est marrant qu'on arrive sur cette finale. Ouais. Mais France. En fait, j'aurais pas parié. Donc France, c'est bien un peu de chauvinisme. Tu sais qu'on se rend pas compte on a un des meilleurs spots au monde de pêche, notamment sur le thon rouge, avec de la partie atlantique, hein, je te dis de la Normandie au Pays Basque, on a, je te dis, un des meilleurs spots de pêche au monde pour le thon rouge. On a vraiment des quantités. Tu pars d'où du coup? Partout. Ça dépend où ils sont, mais... Il y a des spots connus, ça c'est une question qui m'intéresse, les spots, c'est vrai ou pas que vous les cachez entre pêcheurs ou ça se partage? Moi j'essaie de faire attention, parce que je commence à avoir, si tu veux, un petit peu de gens qui suivent ce que je fais, donc j'essaie de faire attention, je le faisais beaucoup moins avant, et ça m'était un petit peu reproché, chose que je comprends 100%, donc j'essaie de faire attention, quand je suis à un endroit, en fait je dis pas du tout où je suis, si tu veux. Parce que tu peux vite avoir... En fait, ça peut... Tu floutes derrière toi les photos? Non, parce qu'en fait, t'es au large. Oui, quand t'es au large, tu peux pas voir. Mais je me fais plus ça. Je mets pas de story, tu vois, ou quoi, en mode « Ah, salut les gars, aujourd'hui je suis à tel port, etc. » Pas du tout. Et les gens, ils te le demandent dans le commentaire? Ils me demandent et j'essaye d'être assez évasif. Ou alors, une fois que, par exemple, j'ai pêché pendant une semaine, t'as une fenêtre météo qui est pourrie, qui est cata, donc plus personne peut sortir. Et là, à ce moment-là, je dis où j'étais, tu vois. Mais à l'inverse... Si tu veux, les gens, t'as des spots, t'as des mecs qui pêchent depuis 20 ans là, ils ont pas envie de voir débarquer 15 tondus. Donc si tu veux, c'est aussi par respect par les endroits, pour les gens et les endroits où je vais, ok, moi je viens pêcher chez vous, mais je fais pas n'importe quoi à faire, si tu veux, la promo de l'endroit pour éviter que ce soit Saint-Tropez l'été, tu vois, c'est pas le but. Donc, si tu veux, ce qui se passe, c'est que moi j'ai pas mal de gens que je connais, de copains à moi, et qui me disent bon bah écoute là, je pense qu'il faut que tu viennes, c'est la guerre. Hier on a hyper bien pêché, etc. Et ce que je fais, je prends le bateau derrière la voiture et on va Normandie, Bretagne, des fois dans le Donc sud. la France finalement, c'est un peu, je dis ça aussi pour les gens. Qui veulent voyager en van un peu partout dans le monde, en fait, même la France est un terrain de jeu. Mais ouais, c'est pour ça que tu sais, quand tu me posais la question, est-ce que c'est vraiment... Alors oui, la pêche, ça coûte de l'argent, mais est-ce que c'est vraiment... Tu me posais la question, c'est vraiment un sport de riche, etc. Effectivement, ça coûte de l'argent, t'es obligé d'avoir un minimum pour prendre du matériel, mais pour faire des poissons exceptionnels, t'as pas besoin de voyager. Ah oui, non, oui, alors pas le matériel, parce que tout à l'heure on le disait justement, c'est une question que je voulais te poser. Okay. Tout le monde pense que la pêche, c'est une canne à 20 balles chez Decathlon. Pas du tout, ça peut être très très cher. Ça peut être très cher. C'est quoi le prix que peut coûter un ensemble de cannes et de moulinets? Toi, tu pêches avec des ensembles à combien?
Bah, ça peut aller, le problème, comme je t'ai dit, tu sais, certains poissons, t'es obligé vu qu'ils sont extrêmement combatifs, bah, t'es obligé d'avoir du matériel. C'est de l'horlogerie, quoi, après. C'est de l'horlogerie, c'est complètement de l'horlogerie. Combien, alors? Dis-nous combien. Bah, ça peut monter à un ensemble, donc canne moulinée, tresse, leurre, tu peux être à plus de 2500 €, quoi. 2500 € la canne, tout l'ensemble. moulinée. Ah ouais, d'accord. Et le problème aussi, c'est que bah, en fait, ça c'est pour une espèce, une taille, et tu vas avoir besoin d'un autre ensemble pour une autre espèce, une taille. Alors, je vais te le dire aussi, tu peux très bien te débrouiller avec un ensemble, tu vois, beaucoup moins cher. C'est sûr que ça peut faire la différence, mais ça fait pas forcément la différence. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr. Je veux dire, avec un très bon ensemble, tu vas me dire, ça fait quand même toujours pas mal d'argent, mais à 4, 5, 600 €, tu peux attraper exactement les mêmes poissons qu'un mec qui a un ensemble ou 10 ensembles à 2500 €, tu vois. Mais toi, de toute façon, alors, tu as des sponsors, donc j'imagine que le matériel, tu le payes pas. Ouais, aujourd'hui, j'ai vraiment cette cette chance-là de travailler, tu vois, d'être en partenariat avec. T'as qui comme sponsor? Vas-y, c'est le moment. c'est le moment sponsor. Donc, je suis en partenariat avec Shimano. Ouais. Shimano qui est très connu pour ses moulinets, puis qui fait aussi des cannes. Du vélo aussi, ils font. Du vélo, ouais. Bah, je pense qu'ils sont plus connus du grand public pour ça, d'ailleurs. Mais du coup, c'est mon premier vraiment vrai partenaire, c'est Shimano. Il y a BKK, là on rentre vraiment pour c'est très peu connu, hein, hors pêche, hein. Mais BKK, qui est une marque chinoise d'hameçon, j'ai toujours rêvé d'intégrer, et donc j'ai eu cette chance-là. Et Amio, une marque française, qui fait tout ce qui est inox, tout ce qui est accastillage, tu vois, pour les bateaux. J'ai Patawa. Patawa, c'est une marque de leurre, c'est un ami à moi qui fait des leurres dans le sud-ouest de la France, donc c'est des leurres faits main. C'est très niche, hein, c'est pour, si tu veux, les Patawa, poissons. c'est pas un truc en Thaïlande ou je sais plus quoi? Non, Patawa, il a commencé à faire des leurres faits main. Ouais. C'est un ami de Nicolas, si tu nous regardes, qui fait des leurres en Polovnia. Donc je sais pas si tu connais le bois Polovnia. Non. C'est un bois qui est pas mal à la mode. Qui est léger du coup, qui est léger, qui est très résistant. Utilisé dans les maquettes peut-être ou... Ouais, qui est utilisé, je veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est utilisé dans les planches de surf aussi, ou les planches de paddle. Donc il y a une technicité même sur les leurres et tout. Ah bien sûr, ouais. Bah t'imagines, forcément, il y a une technicité surtout sur la forme, sur les poids, etc. Pour finir sur les sponsors, il y a CB1, une marque japonaise aussi, qui eux, on développe des cannes pour les thons. Là, on essaie un petit peu de repousser les limites de ce qui a été fait, tu vois, dans le monde de la pêche. Donc on travaille ensemble là-dessus, sur vraiment, on crée des produits. Là, eux, ils créent leur blanc de A à Z. Leur blanc, c'est comment on appelle ça, la colonne vertébrale de la canne. Et donc si tu veux, on développe ça au Japon. Là, j'ai vraiment eu la chance ça pour moi, c'est vraiment une chance de pouvoir avec eux travailler et développer des cannes qui vont servir à repousser les limites de la pêche sportive. Enfin, c'est absolument incroyable. Et puis Aftco sur la partie vêtements. Aftco qui est une marque de vêtements américaine, où j'adore, enfin moi je suis fan de leurs produits, de l'image qu'ils ont, etc., l'image de marque, et donc on peut travailler là-dessus ensemble. Et je vois qu'il y a plein de nationalités là. Pour toi, c'est qui les meilleurs en pêche? C'est quel pays qui est le meilleur en pêche, qui est connu pour ça? Il y a 2 pays, hein. Il y a 2 pays, il y a les États-Unis et le Japon. Pas avec les mêmes philosophies. Les États-Unis sont très très bons parce que ils ont un très gros pouvoir d'achat. Donc ils ont beaucoup de gens qui demandent du matériel, donc il y a beaucoup de gens qui créent du matériel, il y a énormément de compétition entre même les créateurs de, que ce soit matériel, bateau, canne, moulinet, etc. Donc ils créent beaucoup de matériel, ils sont très compétitifs, et il y a les Japonais. Et très techniques les Japonais. Très techniques les Japonais, même dans leur philosophie. Je sais pas si tu connais un peu le Japon, ils ont vraiment cette philosophie, tu vois, de jusqu'au boutisme, c'est-à-dire d'aller au bout des choses, de vraiment repousser les limites techniques, physique, etc. Donc cette mentalité, moi c'est une mentalité que j'adore dans la pêche, où vraiment ils veulent aller au-delà ils se contentent pas juste de réussir, ils veulent être les meilleurs. Et ça, j'aime beaucoup cette mentalité dans la pêche. Et donc les Japonais, donc parce que pour toi la pêche que tu pratiques majoritairement, c'est une pêche avec des leurres, c'est-à-dire c'est des imitations de poissons. Et ce que personne ne sait, c'est qu'un petit poisson comme ça, un petit leurre, ça peut valoir 40, 50 €, 60, voire plus. Même quand tu le perds, t'es dégoûté, quoi. Ouais, c'est clair. Et en fait, t'as des leurres, justement, comme tu le disais, moi, ma pêche principale, c'est ce que je préfère, c'est pêcher au leurre. Pourquoi ? Parce que le leurre, t'as cette action de leurrer, c'est-à-dire, en fait, que le poisson, en fait, vienne prendre un leurre au lieu de prendre un appât naturel qu'il aurait mangé dans tous les cas. Donc tu vas utiliser un bout de bois, un bout de plastique, et tu vas le forcer à venir l'attaquer, c'est-à-dire que tu vas avoir la bonne animation, le bon lancer, la chose qui va faire que lui, il va... C'est un travail de recherche, quoi. C'est un travail de recherche, et puis tu as ce travail un petit peu de te dire... j'ai été un peu plus intelligent que le poisson, je l'ai fait mordre dans un truc en plastique, alors ce qui est très bien aussi, mais c'est un peu différent quand tu pêches avec des vifs, c'est-à-dire un poisson vivant, un poisson mort, un appât, etc.
C'est-à-dire quoi, tu mets un petit poisson plus petit au bout de ton hameçon pour attraper des plus gros, c'est ça le vif? Ouais, exactement. Par exemple, c'est moins noble ça. Moi, je mets pas de jugement de valeur pour le coup, mais c'est différent. C'est-à-dire que moi, tu as vraiment cette recherche, quand tu pêches au leurre, de te dire j'ai leurré le poisson en fait. C'est-à-dire que je lui ai fait croire. C'est grâce à ce que j'ai imaginé. Exactement. J'ai fait croire, ou qu'un mec a imaginé, ou qu'un mec a designé, etc. Mais ça ressemble pas. Enfin, je veux dire, tu prends un leurre, tu te dis ça ressemble pas vraiment à un poisson. Et donc, c'est le fait d'avoir justement eu. Cette action-là qui a fait que le poisson l'a pris. Voilà. Ok. Alors du coup, la transition est bonne parce que je t'ai demandé aujourd'hui si tu pouvais amener un objet un peu représentatif de ce que tu fais et qui te tenait à cœur. Donc je te laisse le sortir. J'ai choisi, tu vois, j'ai même pas enlevé les hameçons qu'il a à l'arrière. Si tu veux, j'ai choisi un leurre. Donc ça, c'est un popper pour ceux qui connaissent ou ceux qui connaissent pas surtout. C'est un leurre avec la tête creuse. Donc tu vas l'accrocher ici. Ça, c'est un leurre. Ça, c'est un leurre de pêche. Ouais. C'est censé imiter un poisson, ça. Tu vois, ça ressemble pas vraiment à un poisson. Bon, il a justement, je vais l'expliquer. Il a un petit peu mangé celui-là. Ouais, j'ai l'impression qu'il est abîmé là. Mais donc si tu veux, tu l'accroches là, c'est un leurre qui flotte. Et quand tu vas venir ramener, tu vas mettre des coups de canne, il va venir faire pousser une bulle et qui en fait va faire pop. Juste ce bruit là, et donc c'est pour ça qu'on appelle ça un popper. Et là, si tu veux, celui-là, je sais pas si vous voyez, mais en fait, on voit l'armature au milieu, c'est un leurre en résine, et je l'ai ramené de Socotra. Il s'est fait défoncer, ouais, pour être. Il s'est fait, en fait, littéralement coupé en deux. Parce que ça, c'est dur, il fait voir. Ah ouais, essaye d'appuyer, c'est de la résine en fait. Ah, c'est hyper dur. Ah ouais, ça montre la violence des. Et ce leurre, j'ai pêché 2 jours avec, j'ai dû prendre 6 ou 7 poissons. Et si tu veux, la violence des dents, et si tu veux, la force exercée par les mâchoires, ça a littéralement coupé le leurre en deux. Ça, tu le vois pas partout. Il y a que certains pays où tu as certains poissons assez violents, qui ont des dentitions capables de faire ça. Tu vois. La vache. Puis j'ai laissé les hameçons derrière. Et c'est quoi comme poisson là, par exemple? C'est Carangue GT. Donc la Carangue Giant Trevally, qui est extrêmement violente. D'ailleurs, j'ai 2-3 formats sur ma chaîne YouTube où justement on va le pêcher. D'ailleurs, si vous regardez la première vidéo, la vidéo sur Socotra, vous allez le voir, ce leurre. Et des tasards. Et ça, c'est le problème. Les tasards, ou kingfish en anglais, c'est des poissons qui ont une dentition. Là, c'est rasoir. C'est-à-dire vraiment, ils coupent littéralement n'importe quoi. Et donc, forcément, c'est pas indestructible non plus. Mais c'est dingue, ça, parce que, en fait, on se rend pas compte et personne ne le sait, mais les poissons peuvent être dangereux. Enfin, genre, il y a des poissons dangereux. Tout à fait. Surtout dans la manipulation, tu as des poissons avec des rangées de dents, littéralement comme des rasoirs. Genre quoi, le barracuda, par exemple, tout le monde parle du barracuda. Ouais, barracuda, c'est très dangereux. Les dents sont pas forcément coupantes, mais ça a énormément de dents. Mais je pense, par exemple, le barracuda, faut faire très attention quand tu le manipules. Et t'as ce que je te disais, tasar, waouh, qui sont des poissons, ils ont des dents, des rangées de dents vraiment en ligne, et là, c'est des rasoirs. C'est-à-dire que si, moi j'ai déjà vu, le poisson, par exemple, tu le fais tomber, il tombe avec la gueule ouverte, il tombe sur ta jambe, ton pied, il y a des mecs que je ne connais pas, mais il y a des mecs qui sont morts à cause de... Ah bon. Le problème, c'est que ça coupe tellement que tu peux te retrouver, tu sais, ils tombent sur ton mollet. Mais par contre, c'est quand tu les as pêchés que tu les manipules. Est-ce qu'il y a des poissons qui peuvent être dangereux, genre qui peuvent t'attaquer quand tu nages ou quoi? En dehors des requins, parce que les requins sont des poissons. En dehors des requins, pas tellement, ou rarissime, tu vois. Une erreur d'un poisson, mais sinon... Donc un barracuda, la légende du barracuda, qui a vu un truc qui brille. Ouais, je dirais que c'est pas impossible. En tout cas, la probabilité que ça arrive... Ils ont plus peur. En fait, pour démystifier un peu le truc, c'est un peu comme les serpents. En général, si tu marches à côté, ils se sont barrés avant que tu. Ah oui, complètement. Si tu tombes dessus. D'ailleurs, comme tu dis, un serpent, quand il t'attaque, c'est que tu l'as marché dessus, en fait. Ouais, c'est ça. Mais c'est pareil, un poisson, non, le poisson, au premier réflexe, il va partir. Il va partir. Pourquoi? Parce qu'il voit potentiellement un prédateur qui est 2 fois plus gros que lui, ou même un prédateur qu'il connaît pas, il part. Et les requins, parlons des requins, parce que tout le monde pense que les requins, c'est pas des poissons, alors qu'en fait c'est de la famille des poissons, c'est pas un mammifère, c'est pas une baleine. Non. Toi, tu pêches le requin ou... Ouais, ça peut. Alors c'est un poisson qui peut être un peu décrié. Pourquoi? Parce que justement, tu le pêches pas au leurre, c'est un poisson que tu vas pêcher que à l'appât, et donc qui peut, pour certaines espèces... pourquoi tu le pêches pas au leurre? Parce que c'est un poisson qui va être... il est pas forcément carnassier, il va être un peu charognard, c'est-à-dire qu'il va chercher des appâts, il va chercher à manger les poissons qui sont blessés. Tu vois, c'est un peu un nettoyeur de la mer, le requin. Il va manger des poissons morts, ou alors des poissons... T'as certaines espèces qui chassent, c'est-à-dire qui attaquent des poissons vivants, mais si tu veux, lui, il va préférer attaquer un poisson qui a déjà été blessé ou quoi. Donc tu vas le pêcher à l'appât. Donc techniquement, c'est moins intéressant que certaines espèces de poissons. Donc c'est moins recherché, mais oui, moi ça m'arrive. Ça m'arrive, c'est un poisson que j'aime beaucoup, le requin, parce que tu peux avoir... Enfin, moi je trouve que c'est magnifique, tu vois, comme poisson. Tu peux avoir des très gros spécimens.
Le requin, tout le monde a un peu cette image négative, tu sais, des dents de la mer et tout. En fait, comme tu dis, c'est un nettoyeur et il a une utilité, le requin. Complètement. Bah justement, il va nettoyer, il va manger. Par exemple, tu vas retrouver beaucoup de requins sur la zone où tu as beaucoup de poissons. Pourquoi ? Parce que il va être là. Je sais pas si tu as des poissons qui blessent d'autres poissons, qui en mangeant, par exemple, quand tu vois des gros bancs de poissons qui vont attaquer. Je sais pas, par exemple, des sardines, des harengs, etc. En fait, ils mangent pas tout, t'en as qui tombent, et les requins, ils vont graviter là-dessus, ils vont se nourrir, ils vont profiter du fait que t'aies d'autres poissons qui se nourrissent, justement, pour eux se nourrir. Alors, des fois, forcément, quand il n'y a pas toutes ces opportunités, ils vont se tourner vers des poissons vivants pour essayer de les attraper, mais c'est pas la majorité de leur alimentation. Ok. Ouais. J'ai une dernière question sur les poissons et après on finira avec juste un petit volet sur l'écologie, la biodiversité et tout. Moi j'ai donc passionné de pêche comme toi. J'ai été ma grande star et je crois la personne dont j'aimerais avoir la vie, c'est Cyril Chauquet. Ouais. Donc c'est lui qui a popularisé un peu la pêche extrême. Toi tu reprends un peu d'une certaine manière le flambeau avec la jeunesse, etc. Tu avais aussi River Monster, je sais pas comment il s'appelle. Ouais, Jeremy Wade. Jeremy Wade, est-ce qu'ils exagèrent sur leurs vidéos un petit peu ? Il y a toujours un peu de scénarisation ou vraiment parfois ils sont dans des situations extrêmes, difficiles Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est de la télé. La télé, c'est très différent de ce que je fais moi. Nous, on fait du contenu sur les réseaux sociaux, donc tu peux faire ce que tu veux sur les réseaux sociaux. Sur la télé, ça doit être du divertissement, tu vois. Donc tu es toujours forcément obligé un petit peu de... Bon, un peu sur les réseaux aussi, quand même. Mais Tout à fait, mais tu peux... Si tu veux, le créneau, par exemple, que j'ai en pêche, c'est pas forcément du divertissement, c'est quand même axé pêche. Ouais. Tu as ce côté-là. Après, moi, j'ai jamais fait de télé, donc c'est difficile d'en parler exactement, mais tu vois, tu as ce côté où il faut que tu tiennes en haleine systématiquement les gens. Donc, est-ce que... Il y a de l'acting peut-être, en même temps comme certaines personnes qui font du YouTube ou quoi que ce soit à côté. Mais non, c'est vrai qu'ils sont quand même précurseurs là-dedans. Et d'ailleurs, ils sont toujours en activité. Mais visiblement, Wade, il a arrêté parce qu'il a pêché tous les poissons, il a dit. Je crois que je connais pas personnellement, mais je crois qu'il a arrêté. Ouais. La pêche, c'est un peu comme Pokémon en fait. C'est attraper les tous quoi. T'as un Pokédex. Alors le Pokédex, c'est quand même. D'ailleurs, c'est de là qu'ils s'inspirent aussi. Pokémon, si tu veux, ils utilisent énormément. Tu vois, t'as énormément d'espèces de poissons, d'animaux qui sont dans la vraie vie en fait. Mais t'as cette chose-là, où tu peux. Tu compares un peu à ça, à ce truc Pokémon, et t'as envie d'en attraper le plus possible et de débloquer ces choses-là, tu vois. Très cool, j'espère que moi j'aurai la possibilité d'en attraper pas mal aussi. Pokédex. On va parler de remplir le Pokédex. On va parler pour finir donc un peu écologie, biodiversité, et on va partir sur un sujet qui te tient à cœur, c'est le thon, parce que de ce que j'ai compris, ton poisson préféré c'est le thon. Exactement. La plupart des gens, quand tu parles de thon, ils pensent au thon en boîte. Ouais. Pourtant, le thon, c'est le poisson le plus majestueux des océans. Est-ce que tu peux un peu nous parler du thon ? Est-ce que tu as des fun facts sur le thon Ouais, le thon... alors déjà, il y a plein d'espèces de thon. Tu as plusieurs espèces de thon rouge, plusieurs espèces de thon jaune, plusieurs espèces... En boîte, là, le petit navire, ils mettent quoi dedans ? Alors, généralement, la plupart du temps, c'est du thon listao. C'est un thon qui est présent dans toutes les mers du monde. Ça peut être du thon albacore. Albacore, ça peut être du thon longfin tuna, donc thon blanc, nous comme on l'appelle ici, thon jaune. Mais le plus valorisé, tu sais, tu as déjà vu passer un thon a été vendu aux enchères à 1 million avec elle. Ça, c'est les thons rouges. Ça, c'est thon rouge, ok. Thon rouge atlantique. Donc, il y a des thons qui sont vendus plusieurs millions d'euros ? Ça peut, ouais. Alors, il y a énormément de facteurs qui rentrent en compte, la manière dans laquelle il a été pêché, la manière dans laquelle il a été tué, la manière dans laquelle il a été... Mais qui achète ça à 1 million d'euros ? C'est les Japonais. Pourquoi ? Parce qu'eux, ils arrivent derrière à le valoriser. C'est-à-dire... parce qu'il faut, il faut le revendre après. Il faut pouvoir le valoriser. En morceaux, en fait, et ils font des... En fait, généralement, quand c'est vendu aussi cher, c'est que ça a été... ils savent exactement comment il a été pêché, comment il a été tué. Donc forcément, ikejime, qui est une technique japonaise où tu vas venir détruire tout le système nerveux du poisson par l'arête centrale, et donc tu vas venir empêcher la libération de toxines qui peuvent altérer la viande. Là, c'est quoi ? C'est au moment où il a été pêché ? C'est au moment où tu le pêches. Un peu comme la dague pour la tauromachie, c'est au bon endroit. Sauf que c'est vraiment, tu vas venir détruire tout le système nerveux. Et c'est une technique vraiment spéciale où d'ailleurs les amateurs de poissons pourront te dire qu'aujourd'hui c'est la meilleure technique pour vraiment tuer un poisson et pour avoir la viande, la chair la plus pure. Mais c'est particulier. Il faut aussi qu'il y ait, et ça je pourrais pas t'en parler exactement parce que je connais pas les conditions, mais qu'il y ait
une conservation spécifique, un envoi spécifique. Et là, à ce moment-là, tu as certains chefs japonais qui sont capables, en faisant des sushis, des sashimi dans des restaurants, c'est toujours des restaurants plutôt haut de gamme, qui sont capables de valoriser en achetant un poisson plusieurs centaines, voire sur centaines de milliers d'euros, voire millions d'euros, capables de le valoriser. Donc ça, c'est le thon rouge pour toi. Ça, c'est le thon rouge atlantique. Ouais. Ok. Voilà. Et après, il y a d'autres thons, tu as d'autres fun facts un peu sur le thon Bien sûr, déjà, il faut savoir qu'on a failli éteindre l'espèce thon, je parle de l'homme, dans les années 90. On avait fait chuter de plus... Tous les thons confondus? Non, le thon rouge, qui est, comme je te dis, le thon... plus noble. Alors, le plus noble, ça c'est nous qui avons décidé que c'était le plus noble, Ouais. mais qui est l'espèce de thon la plus présente, si tu veux, dans les océans. On a failli l'éteindre. Donc, et on a mis des règles extrêmement drastiques, où on a eu un moratoire complet, c'est-à-dire arrêt de la pêche professionnelle et particulier pendant plusieurs années. Et ce qui est fait, donc là on parle début des années 2000, et on a eu une explosion des populations, où vraiment en fait on s'est rendu compte qu'en mettant des règles ultra strictes, parce qu'on parle les pêches de thon, on peut pas se rendre compte, mais on parle en dizaines de milliers de tonnes par an. Je sais pas, c'est difficile d'imaginer, même moi tu peux pas imaginer combien de camions ça fait. C'est ce qu'on prélève en thon rouge tous les ans. Tu vois, des dizaines de milliers de tonnes. Ah oui, c'est énorme. C'est énorme. Et ça augmente tous les ans. Mais si tu veux, les populations de thon se sont refaites. On est arrivé quasiment à 80% du stock initial. C'est-à-dire, avant l'apparition de l'homme, on est quasiment remonté au stock de poissons qu'il y avait initialement. Tu vois. Donc, donc aujourd'hui, bonne nouvelle, du coup. très bonne nouvelle. Et donc aujourd'hui, c'est pour ça que je te disais que la France, on est un des meilleurs spots au monde. Parce qu'on a cette population-là. Tu as une partie de cette population qui vit, du coup, entre, tu vois, l'océan Atlantique Nord, et ils viennent tous se reproduire en Méditerranée. C'est là justement qu'il y a un peu des massacres, parce qu'ils viennent les pêcher sur... C'est un peu comme un goulet, quoi. C'est complètement un goulet. Ils passent tous par Gibraltar, tu vois, entre Gibraltar et Tanger. Et là, tu peux avoir justement des regroupements absolument exceptionnels de poissons. Et malheureusement, c'est là qu'ils les pêchent. C'est sur leur zone de reproduction, parce que c'est là qu'ils se concentrent. Donc là, on parlait un peu d'écologie, de prélèvement. Justement, tu parlais de tonnes de thon, etc. Ce que personne ne sait, c'est qu'il y a eu un génocide massif qui a eu lieu il y a 2 ans. Il y a 150 tonnes de maigres qui ont été pêchées dans les Landes. Ça représente 20% des prélèvements annuels en une seule prise. Est-ce que c'est une catastrophe selon toi? Et comment on peut l'éviter? Pour moi, forcément, quand on entend ça, surtout que, je sais pas si tu as vu, mais c'était uniquement des poissons géniteurs. Les géniteurs, ça veut dire c'est les poissons reproducteurs. Ah, donc ils ont niqué tous les reproducteurs en un seul coup de pêche. C'est-à-dire que c'est tous les reproducteurs, ce sera quasi abusé. On peut pas savoir. S'il y a bien un truc qu'on ne sait pas, c'est où sont tous les poissons tu vois, dans la mer. Heureusement. Par contre, ça a bien fait mal à la population, ça c'est sûr. Moi, depuis, j'ai arrêté de pêcher le maigre. Parce qu'en fait, ça m'a dégoûté, tu vois. Si tu veux, c'était un coup de filet un peu dramatique. Après, il faut savoir que des coups de filet comme ça, t'en as un tous les ans, tous les 2 ans. Ça passe pas forcément sur les radars. T'en as eu un il y a pas longtemps en Espagne, où ils ont fait 110 tonnes, 120 tonnes. Donc, si tu veux... Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là, en fait? Il y a un mec qui dit putain les gars, il y a plein de maigres, j'ai pas la capacité de tous les prendre, venez, il appelle les potes. Ah oui, il appelle les potes. Si tu veux, là pour le coup de maigre qu'il y a eu dans les Landes, t'as des mecs, des bateaux autour. Je sais que t'as un bateau, ils ont fait à la gave, donc parce que t'as tous les poissons qui flottent, qui sont morts en surface. C'est un peu la guerre. Hein. T'as des mecs qui ont fait jusqu'à 9 tonnes de maigre à la gaffe. C'est-à-dire 9 tonnes de poissons qu'ils ont récupérés à la main. À la main, putain. Du coup, le prix du kilo a chuté jusqu'à la criée. Du coup, c'est descendu à 2 € du kilo. Donc, si tu as un poisson qui est valorisé normalement à la criée, ça doit être, si je dis pas de bêtises, 17-18 € normalement. Forcément, le cours s'est effondré. Parce qu'on avait l'appel, quoi. Il y en a à l'appel. Donc, après, le problème, moi, j'ai envie de te dire, tu peux pas blâmer les mecs qui ont fait ça. Tant que tu as le droit de le faire, tu auras toujours des gars pour le faire. Parce que là, aujourd'hui, un coup de filet comme ça, les mecs, je sais plus exactement combien ils ont fait, mais c'était en centaines de milliers d'euros en un coup de filet. Si tu veux, tant que tu auras le droit de faire ça, tu auras des mecs pour le faire. Le problème pour moi, c'est plus le système. C'est-à-dire que tant que tu as des mecs qui sont autorisés à détruire la ressource comme ça, tu vois ce que je veux dire, tu auras toujours des mecs pour le faire. Donc les gars, individuellement, oui, c'est sûr que c'est pas l'idéal, mais tu peux pas les blâmer. Tu auras toujours des gars pour le faire. Après, les pêcheurs s'adaptent en fait aux lois et aux restrictions. J'ai vu aussi, tu l'as vu ce reportage là, je me demande si c'était pas Hugo Clément, où il voyait en fait les populations de thon, t'as pas le droit tu peux pas faire d'élevage de thon.
Mais du coup, ils allaient chercher les bancs et ils les récupéraient au large pour les ramener c'est un et peu les nourrir et les gaver, quoi. c'est un peu la guerre à la Méditerranée, parce qu'en fait, tu as énormément de pays frontaliers qui n'ont pas les mêmes réglementations. Ouais. D'un côté, tu as l'Afrique, où c'est un peu plus libre que l'Europe. Et donc, il y a beaucoup de n'importe quoi en Méditerranée. Et, enfin, comme partout, hein, mais en Méditerranée, ils sont assez forts. Ouais, parce que comme tu dis, ouais, t'as plein de législations Mais dans ouais, un seul bassin. En fait, c'est un peu débile parce que tu as un endroit, par exemple, comme en France, où tu vas pas, je parle pour les particuliers, tu vas pas avoir le droit de pêcher du 15 novembre au 1er juin, le thon du tout. Et tu descends un peu plus au sud, tu es au Maroc, tu peux pêcher quand tu veux, garder tous les poissons que tu veux. Ouais. Alors que tu vois, enfin. Il y a une limite du coup des eaux territoriales, il y a des Il y a points une limite que je précis. ne connais pas, mais oui, t'as Ok. des limites. Mais c'est. Enfin, tu vois, c'est la limite un petit peu de la législation, de tout, etc. Ou ben, comme ça, sur une ressource. Parce que c'est pas comme. Tu sais, tu parles d'animaux sauvages, etc. Sur Terre, où ils vont pas s'amuser à changer de pays, enfin, où ça peut arriver, mais c'est juste qu'ici aux frontières, les poissons, ils migrent par définition. Ouais. Ils se baladent tout le temps, donc ça, c'est un peu compliqué. Ouais. T'as des pays qui abusent, d'autres qui essayent de faire un peu attention, mais c'est difficile de se J'ai retrouver. une dernière question, parce que alors, normalement on finit plutôt sur des notes positives, là elle sera plutôt négative. Ok. Ça me rend un peu ouf et limite ça met la larme à l'œil de le dire, mais il paraît que dans 20 ans les coraux vont disparaître. Est-ce que c'est la fin des poissons? Est-ce que tu as des conseils pour les gens, etc. à donner Ouais, bah écoute, moi je suis pas expert sur les coraux. Ce que je peux te dire, c'est que j'en ai vu un petit peu, tu vois, en voyageant à droite à gauche. T'as des zones effectivement où t'as les coraux qui sont détruits, t'as même plus de coraux, tu vois un peu Asie du Sud-Est, etc. Enfin, tu vois des zones, c'est affreux. A contrario, t'as d'autres zones où t'as les coraux qui poussent, tu vois. T'as des chercheurs, t'as des gens qui mettent des choses en place, notamment sur la Grande Barrière de Corail. Ok. Je sais pas si tu vois, en Australie, où t'as des zones qui reprennent, tu vois, complètement, où il n'y avait plus de coraux, où il y a des Comme coraux. des élevages un peu de coraux? Ouais, où ils ont été plantés, etc. Et tu vois que ça reprend. Enfin, c'est pas fini encore. Ok, Tu vois, il y a de l'espoir. il y a de l'espoir. En tout cas, on peut que se raccrocher à ça. Ouais. Mais c'est sûr qu'il y a des comportements, des choses où il faut quand même essayer, nous, en tant qu'individus, tu vois, aux limites, au maximum de limiter justement notre impact. Non, faire attention au quotidien, tu disais. Ouais, il faut essayer de limiter justement son impact. Essayer, s'il y a des coraux, pas forcément trop s'approcher, pas toucher, tu vois, essayer Ouais, toi par exemple quand tu pêches en Arabie Saoudite sur les coraux, c'est les coraux qui sont morts. C'est les coraux qui sont Ouais. morts. Il y avait quand même, tu vois, des coraux vivants, mais le peu qu'il y avait, t'essayes de pas marcher dessus. Et puis la plupart des coraux vivants sont sur le tombant. Donc en fait, même si tu veux, tu peux pas marcher dessus. Et après il faut éviter quoi? De mettre de la crème avant d'aller se baigner? Tout ce qui, oui, un tout ce qui maximum, attaque. tu vois, t'évites de mettre trop de crème solaire, surtout si tu vas te baigner. Éviter. Après, le problème aussi principal des coraux, c'est le réchauffement climatique, c'est le réchauffement des eaux. Ok. Et ça, en tant qu'individu, c'est quand même compliqué Ouais, c'est une goutte d'eau quoi quand tu ouais, tu vas c'est ça. arrêter de faire couler l'eau ou C'est ça. Tu vois ce que je veux dire? ou de rouler en électrique alors qu'en fait Ouais, les mais batteries finalement ouais, la c'est- pollution est pire, c'est difficile. On te demande de rouler en électrique, etc. À côté de ça, tu as des bateaux, des porte-containers Ouais. qui émettent. Enfin, je sais pas si t'as Ça, vu. c'est la plus grosse émission de CO2 dans le monde, c'est C'est les bateaux, les ouais. navires. Ouais, c'est les navires. Ouais. Ah bah, tu vois, quand tu sais, enfin, renseignez-vous, ce qu'un bateau en termes d'essence consomme. Nous, c'est très drôle de nous mettre des taxes sur les voitures parce que ça consomme 2 litres au 100 de plus. Tu vois. Ouais, Renseignez-vous un petit peu sur ce que consomment les gros bateaux en gasoil, c'est effrayant. hallucinant, ouais. C'est effrayant. Ça fait peur. Dernière petite question et après on ouvrira sur toi tes perspectives, etc. C'est une question que j'ai oublié de te poser et Ok. qui je pense intéressera les gens. C'est quoi le poisson le plus gros que tu aies pêché de toute ta vie? Le plus gros, je pense que c'est un requin marteau. Je Ok. pense que tu as vu la vidéo, tu sais. Bon, celle qu'on a regardée juste avant là? Ouais, juste avant. Combien de kilos? Alors, on l'a pas pesé, surtout que c'est un poisson qu'on a manié. tu peux pas peser. Tu peux et pas le peser, et c'est beaucoup trop dangereux pour le poisson. Ouais. Donc, c'est un poisson qu'on a mesuré, qui faisait 3,85 m, si je dis pas de bêtises. Enfin, c'est des gros poissons. Et c'est un poisson qu'on peut estimer entre 250 et 300 kilos, tu vois. Mais j'ai fait des thons, moi, jusque 250 kilos, tout seul, parce que tu sais, on en avait parlé un petit peu. Ouais. Moi, je parle vraiment, tu vois, les poissons, c'est des combats, le pêcheur contre le poisson. Et après, le plus gros poisson dont j'ai participé à un combat, on est sur des thons de plus de 300 kilos, là, 300. C'est un poisson qu'on n'a pas pesé, mais qu'on a mesuré, qui faisait aux alentours de 320 kilos, tu vois. D'accord, costaud. Costaud, ouais, costaud. Mais sinon, solo, comme je l'entends, c'est un requin marteau. Ouais. Ok.
Théophile, on arrive à la fin de ce podcast. Est-ce que pour les internautes, tu aurais éventuellement des choses soit à nous annoncer? Ouais. Qu'est-ce que tu vas faire dans les prochaines semaines? Parce que tu voyages beaucoup. Ouais. Qu'est-ce qui est en préparation? Eh bien écoute, là on a fini, donc on est fin 2025. On va arriver sur la saison 2026 de pêche. Et là on a mis beaucoup de choses en place avec Romain et puis avec mon équipe du coup qui est en train de grossir un petit peu. Et il va y avoir beaucoup de voyages, pas mal de vidéos. On va essayer de créer un maximum de contenu sympa, beaucoup de collaborations aussi. J'en ai pas trop parlé parce qu'il y a des choses qui sont encore en discussion, tu nous as dit etc. Gueuleton. Ouais, Gueuleton, mais il y a d'autres choses très sympas qui vont arriver. Plus pêche. Plus pêche. Okay. Ça va être quand même pas mal pêche pour le moment. Mais il y a des gros projets qui vont arriver. On va essayer de mettre la barre très haut pour essayer de faire quelque chose de cool. Ok, tu peux nous annoncer quelques destinations peut-être Ouais, je peux vous annoncer une qui va être très sympa. On va partir sur l'île de Robinson Crusoe. Donc c'est au large du Chili. Ok. Et là, depuis là, on va prendre c'est l'île de Pâques? Non, c'est Robinson Crusoe Island, okay. Au large du Chili, duquel on va prendre un voilier pour aller sur une île encore plus au large. Énorme. Pour aller pêcher les poissons. Ça va sortir au courant de l'année prochaine. Ce sera beaucoup de pêche en mer, mais il va y avoir des gros thons, je pense. Il va y avoir des gros poissons. Donc après, à part l'île de Robinson Crusoe, du coup, tu as d'autres endroits ou d'autres destinations que tu veux teaser? Il va y avoir pas mal de choses. On va essayer, j'ai jamais fait, attraper un thon de plus de 300 kg solo au lancer. Ça va être un gros objectif cette année, comme ça l'est depuis le début. Mais là, on va mettre l'accent là-dessus. Des grosses collabs, je peux pas en parler, mais des grosses collabs. Il y a du lourd qui arrive, quoi. Il y a du lourd qui arrive. Pour te suivre, Théophile, du coup, c'est quoi les réseaux principaux? Alors, réseaux principaux, moi, mon réseau principal, c'est Instagram. C'est The French Fisherman. C'est simple. Ok. Et là, vous allez me suivre surtout pour la pêche. J'ai pas trop développé le vin encore, tu vois. Ok, mais faut y réfléchir. Ça ne saurait tarder. Et YouTube aussi? YouTube, pareil, The French Fisherman, TikTok aussi. On va développer au max, là. Je vais essayer de m'entourer bien pour développer et frapper fort cette année. Tu vois, essayer aussi d'intéresser un peu plus le grand public, tu vois. C'est un peu le but parce qu'il y a matière, tu vois, la pêche. En fait, tu sais très bien, ça intéresse un peu tout le monde, tu vois. Sans vraiment, les gens savent pas forcément exactement ce que c'est, ce que ça représente, mais ça intéresse tout le monde, tu vois. Ça attire un peu la curiosité. Donc, essayer si tu veux, vulgariser un peu. Exactement, c'est le but, tu vois, vulgariser, démystifier certaines choses et puis intéresser les gens, ça va être le but. Eh ben super, merci Théophile. On arrive du coup à la fin de cet épisode de Sans modération. Je suis très content de t'avoir eu. Merci beaucoup. Un sujet passionnant qui moi en plus me passionne parce que je suis fan de pêche et de vin. Donc on est content d'avoir pu découvrir aussi un peu cet autre univers, une autre facette de toi. Bien sûr. La facette de ta famille, de ton métier aussi à côté de la pêche. Donc merci à vous tous. C'était le 2e épisode de Sans modération. Il y a plein de choses sympas qui arrivent à l'avenir. On a des nouveaux épisodes qui sont programmés, qui vont être tournés bientôt, avec des super invités, toujours très différents sur ce concept d'inviter les gens, de partager un moment autour de notre culture, des bons vins, des bonnes victuailles. Et je vous dis à très bientôt au prochain épisode. Merci beaucoup. Merci Théophile.